Alors bonjour à tous, je m'appelle David, Twitter d'Avrous, et Pierre, je te laisse te présenter. Voilà, c'est mon chef. Donc il faut que je fasse gaffe aux conneries que je raconte. Donc on a un agenda, comme je vous le disais, qui consiste à vous présenter un peu les initiatives qu'on a aussi autour de l'open source, et il va vous présenter un peu de cloud computing. On nous avait surtout contacté, ça sera à peu près 1 heure de présentation autour de la 3D, c'est-à-dire qu'on travaille pas mal autour de la 3D, depuis qu'on a WebGL dans notre navigateur, on s'est amusé à faire un moteur 3D qui est open source, qui est assez cool, on vous le présentera. Donc l'idée c'est de faire les bases de la 3D sur un moteur soft, on verra ça ensemble, et ensuite on verra comment faire des jeux dans le navigateur et sur le store potentiel. On parlera un peu de nos stores, si ça vous intéresse. Il y a des gens qui commencent à se faire pas mal d'argent sur nos stores aussi, donc j'imagine que vous êtes aussi intéressés par gagner de l'argent, peut-être pas tous, mais certains. Et je voulais savoir un petit peu le type de profil, qui est développeur JavaScript, ou se considère développeur JavaScript dans la salle. JS, oh la vache, ouais. Alors du coup, qui est développeur C++? Mais que font les autres? Vous développez en quoi? En C, ok. En C? La vache. D'accord. Et... Non. Pas de manager et tout? Pas de Java. Mais vous avez été puni, un truc qui s'est passé ou... Ok. Oh. Donc ok, vous commencez par le truc hardcore et puis une fois que vous maîtrisez les trucs hardcore, vous vous amuserez sur les trucs managés. C'est pas plus mal de le faire dans ce sens-là, c'est plus dur dans l'autre sens en général. Ok, donc si vous faites du C, vous ne devriez pas avoir de difficulté à suivre ce qu'on va faire. Hein, donc normalement tout devrait bien se passer. Et puis je te laisse continuer, Pierre. Alors qui développe, sa machine principale tourne sous Windows? Ah quand même. D'accord. Si on vous a prévu une présentation et des démos, vous pourrez les faire sur n'importe quelle machine. Donc toutes les démos qu'on va vous faire, vous pourrez les faire sur votre Mac, sur votre Linux, sur votre PC, sur votre Windows, même sur votre tablette, puisqu'il y a tout un environnement de développement qui tourne dans le navigateur. Donc même sur une tablette, les démos que je vais vous faire, vous allez pouvoir les refaire sur une tablette. D'accord, donc vous êtes quand même pas mal Windows, c'est bien. Est-ce que vous pensez qu'on développe que sous Windows chez Microsoft? Bah non, évidemment, l'open source, pas que de Windows. Donc on développe pas que sous Windows, on a des exemples, on a un exemple qui est flagrant, alors c'est suite à un rachat, mais si on parle de Skype par exemple, évidemment Skype il tourne sur toutes les plateformes, on les a rachetés, mais on continue évidemment à supporter Skype sur toutes les plateformes, donc vous êtes tous des utilisateurs de Skype ou de WhatsApp ou de Facebook maintenant, puisque c'est la même chose, ils se sont fait racheter. Sinon, en dehors de ça, il y a des choses qui changent chez Microsoft en termes de vente de licences, vous l'avez peut-être déjà ou subi, ou vécu, ou entendu, quand on parle de Office aujourd'hui. Office, vous pouvez toujours l'acheter en boîte, ou vous pouvez aussi maintenant le louer. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive, sans le pirater, bien sûr. Mais c'est des choses qui arrivent et qui vont en fait se démocratiser, y compris pour l'utilisateur final, quand on parle de louer Office. Donc ça s'appelle Office 365, c'est-à-dire de pouvoir ouvrir ces documents, quel que soit l'environnement d'exécution. C'est-à-dire que je vais être sous Windows, je vais être sous un Mac, sous une tablette. Je vais pouvoir continuer à avoir une même expérience d'utilisation de mon document Office. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de changer chez Microsoft et qui sont en train de changer aussi bien pour les utilisateurs finaux, quand on prend l'exemple d'Office, mais évidemment aussi pour la partie serveur et pour nos clients, puisque quand on parle de cloud, en fait, on ne va plus acheter un Windows Server, en fait, on va louer un Windows Server. Et donc aujourd'hui, on a même un time minimum sur un Windows qui va être sur 1 heure. Vous allez voir qu'on n'héberge pas que de Windows, c'est-à-dire qu'on peut prendre une location d'une machine, évidemment, sur un laps de temps. Voilà, donc quand on a dit ça, c'est juste quelques éléments marquants qui sont en train de modifier intrinsèquement chez nous. Évidemment, il y a une autre chose qui est importante chez Microsoft, c'est la partie périphérique, suite au rachat de Nokia, suite à la sortie de Surface. Donc ça, c'est quelque chose qui a démarré il y a à peu près 1 an. C'est pour ça que Microsoft, on s'appelle maintenant Device and Services. C'est qu'on va fabriquer évidemment des périphériques et puis on va fournir des services. Des services, encore une fois, pour les clients finaux et aussi pour les entreprises, pour la partie serveur. Okay. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes, qui sont en train de changer. Évidemment, sur la partie serveur, on sait que l'écosystème sur la partie serveur, il n'est pas que Microsoft, il est évidemment extrêmement large. Il est tellement large qu'aujourd'hui, ce slide-là, il n'y a pas évidemment que du Microsoft, il y a du Penguin, il y a de l'iOS, il y a de l'Android, il y a du PHP, il y a du Node.js, il y a des éléments genre ici qui tournent en PHP. Sur la partie évidemment data, on parle Big Data, on parle SQL Server, on parle Hadoop. Ça, c'est des choses aujourd'hui qui sont la réalité
que vous aurez demain en entreprise, quand vous allez atterrir sur un projet, c'est très rare que vous ayez ou que du Microsoft, ou que du libre, ou que un autre éditeur. Okay, donc ces choses-là, en fait, elles ont besoin de dialoguer entre elles et aujourd'hui, elles ont besoin d'interopérer. C'est quelque chose qui est essentiel et pour ça, Microsoft, on est en train d'y travailler et c'est quelque chose qui est en train de changer en interne chez Microsoft, qui est très compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est des choses simples. SQL Server, si je prends cet exemple-là, l'équipe SQL Server, si vous leur dites demain, dans Azure, je veux pouvoir héberger de la Hadoop ou du MongoDB, évidemment, au début, ils ne sont pas contents et après, ils comprennent parce que, évidemment, SQL Server, ce n'est pas que SQL Server, il n'y a pas que ça sur le marché. Il faut pouvoir offrir ça aujourd'hui aux clients. Donc ça, c'est quelque chose, c'est vraiment une vraie révolution chez nous. Et d'ailleurs, notre nouveau CEO l'a bien compris, puisque historiquement, c'est lui qui avait lancé toute l'initiative sur Windows Azure. Donc c'est quelque chose qui va, je pense, et dans la communication et même dans les nouveaux services qu'on va bientôt annoncer, dans les révolutions qui vont se passer chez Microsoft, c'est quelque chose qui va être de plus en plus visible. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est vous présenter justement Azure avec les différentes offres de Azure, mais avec uniquement cet axe de vision qui est l'open source. Il n'y a pas que cet axe, mais on a choisi avec David de vous présenter évidemment cette partie-là parce que c'est une partie plutôt interopérable. On n'est pas là pour vous vendre de logiciels, on est là pour vous montrer comment fonctionnent aujourd'hui les écosystèmes, plutôt serveurs. Là, je vais plutôt vous parler serveurs. Donc, j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de mains qui s'étaient levées. Donc, on va essayer de survoler un peu les éléments, mais je pense que ça va vous parler par rapport à ce que vous connaissez. Et au moins, ça vous permettra un peu de mettre le doigt dessus. Et puis, je ferai une démo assez sympa tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, dans Azure, il y a deux choses, et ça, c'est vrai pour toutes les offres de cloud publiques, donc que ça soit Amazon ou autre. Il y a les éléments standards qui sont de l'offre de machine. Donc, ça s'appelle de l'infrastructure as a service. Vous allez sur un site web, vous dites « je veux une machine » et vous avez physiquement une machine qui est allouée pour vous. Alors aujourd'hui, ce n'est pas vraiment physique, hein, tout ça c'est virtualisé. Et évidemment, dans ce monde de virtualisation de machines, il faut y mettre un operating system. Et donc là, on a récemment, enfin pas récemment, ça fait un peu plus d'un an, mis en place évidemment de l'hébergement de machines, mais pas que sur du Windows Server. On supporte du Linux sur cette partie-là. Et on a une division entière chez Microsoft qui a été créée. Là, pour le coup, c'est vraiment récent. Ça s'appelle Microsoft OpenTech pour Open Technology. Pour savoir, d'ailleurs, on a un collègue français qui était chez nous en France, qui est allé à Corp et qui maintenant a rejoint l'équipe OpenTech. C'est même pas des employés Microsoft, parce que c'est très compliqué dans le monde de l'open source quand vous avez un employé d'une société, par exemple Microsoft, qui vient contribuer à un projet open source, puisque finalement toutes ces contributions reviennent au projet, etc. Donc c'est très compliqué, puisque on pourrait tomber dans le cas extrême qui serait que quelqu'un prenne un projet open source où il contribue, mais finalement a aussi travaillé pour Windows, donc du coup Windows deviendrait open source. Donc ça, ce sont des problématiques qui sont assez complexes à gérer au point de vue légal. Donc pour simplifier cette partie-là, et on voulait contribuer à ces projets-là, à ces projets open source, du coup c'est une division spéciale qui a été créée à Microsoft Redmond, qui s'appelle Microsoft OpenTech. Donc c'est pour ça qu'on le voit nommé comme ça. Ce qui a permis de faire deux choses. Une chose importante, c'est de pouvoir contribuer au projet du coup Linux en tant que Microsoft. Pourquoi ? Pour supporter en fait nos systèmes de virtualisation. Je crois que je l'avais juste après. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on va fournir des drivers. Donc c'est Microsoft qui a développé ça pour la plateforme Linux, pour que en fait Linux se supporte bien en fait l'environnement virtualisé de Microsoft en termes de périphériques, de virtualisation de cartes réseau, de cartes graphiques ou des choses comme ça. Et aussi, vous allez voir d'automatisation pour toute la gestion de montée en charge. Vous allez récupérer justement sur un serveur pour savoir s'il est surchargé, pour pouvoir relever des alertes sur votre environnement serveur pour potentiellement provisionner en fait des nouvelles machines. Je reviens juste un coup en arrière. Donc, on supporte aujourd'hui un certain nombre de machines virtuelles et ces machines virtuelles, en fait, on les a stockées et vous pouvez les stocker d'ailleurs si vous voulez contribuer à les stocker donc, dans ce qu'on appelle VM Depot de Microsoft Open Technology, ce qui permet en fait, quand vous allez provisionner une machine dans Azure, vous allez pouvoir récupérer une image déjà toute faite pour venir justement la démarrer et évidemment y avoir accès. Et là, c'est d'ailleurs le même principe que je vous disais tout à l'heure. Hein. On peut très bien provisionner une machine pour juste une demi-heure, une heure, et du coup, vous la payez physiquement qu'une demi-heure ou une heure. On a, tout ça c'est très récent, pour ceux qui font un peu de Ruby on Rails,
Il y en a plein qui en font ici, je suppose. Bon, bref, je rigole, mais c'est quelque chose qui est vraiment aujourd'hui dans le hype. Hein, c'est faire un site web, si vous voulez être super fun, il faut le démarrer en Ruby. Donc, il n'y a pas que ça comme technologie, mais aujourd'hui, toutes les startups, tout ça, ne jurent que par ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder. Donc, on a des machines provisionnées directement avec la stack de Ruby qui est déjà préinstallée, ce qui permet encore une fois d'avoir une machine tout de suite opérationnelle. Donc, tout ça, évidemment, vous me dites, ouais, je vois des interfaces, ça a l'air assez sympa. C'est quoi? En fait, c'est une interface web. Ça veut dire que vous allez sur n'importe quel navigateur, vous allez pouvoir évidemment y accéder. Mais en fait, on a aussi fourni une interface qui permet de l'y accéder par ligne de commande. Donc là, et ça va être vrai du coup pour toutes les plateformes, puisqu'on l'a fourni pour Linux, pour Mac et évidemment pour Windows, pour pouvoir accéder en fait à l'API de tout le back-office de création en fait des machines, du provisioning des machines dans Windows Azure directement en ligne de commande, ce qui peut être extrêmement intéressant pour l'entreprise pour automatiser toute cette partie-là. Alors automatiser, ça peut être, comme je dis tout à l'heure, hein, pour faire de la montée en charge automatique. Vous mettez un certain nombre de capteurs sur votre site web et puis vous dites, quand j'atteins tant d'users ou tant de capacité mémoire sur la machine serveur, je provisionne une deuxième machine. Donc c'est pour ça que tout ça c'est scriptable et tout ça c'est dans un projet qui est sur GitHub qui s'appelle Windows Azure SDK Tools XPlat qui permet justement d'avoir accès à cette API puisque alors si vous ne voulez pas utiliser ça, il y a une API REST directement qui vous permet d'y accéder. Java, il y avait peu de monde, donc sachez qu'on peut évidemment aussi provisionner des machines Java, je vais y passer très vite. Un autre élément qui existe alors ça c'est assez propre à Microsoft, on a démarré par ça d'ailleurs, et puis l'écosystème du cloud en fait a rien compris quand on a sorti notre premier Windows Azure, puisqu'on a dit nous on n'est pas infrastructure, ça c'était avant, c'est il y a 2 ans, on va faire du platform as a service, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir l'OS, on va simplement offrir des services. Un des services qu'on voulait offrir, c'est du web. En gros, finalement, quand on veut une machine sur Internet pour faire un site web, c'est compliqué de dire je provisionne une machine, je mets un OS et après je mets un serveur web et après je vais administrer, je vais le mettre à jour, etc. On s'est dit ça serait bien de monter d'un cran en fait le niveau d'abstraction et dire finalement ce que je veux c'est un serveur web avec ou du PHP ou du Ruby ou du Java ou de la SPNet pour la techno Microsoft. Donc ça c'est une autre chose qui est disponible du coup dans Azure, c'est la partie website et je vais vous faire une démo tout à l'heure là-dessus qui va permettre en fait de pouvoir créer directement des sites. Voilà, je veux un Joomla, je veux un Drupal, je clique et j'ai automatiquement ça et je vais pas en fait regarder la machine qui tourne derrière puisqu'elle m'intéresse pas, elle va se mettre à jour automatiquement et je vais pouvoir directement du coup accéder à mon site web sans me soucier en fait de cette partie infrastructure. Ce qui permet en fait à des startups de pas forcément avoir des compétences très poussées, en tout cas en interne dans un premier temps, sur la pure infrastructure. Finalement, ce que vous voulez, c'est un site web, administrer votre site web. Et on va voir que évidemment, on peut le brancher à tous des systèmes de repository de type GitHub ou des choses comme ça pour évidemment synchroniser évidemment votre code source de votre site web. Et c'est là-dessus évidemment qu'on va supporter plein de technos pour évidemment brancher un site web. Donc là évidemment il nous faut, alors c'est les technos vraiment du web assez connus aujourd'hui sur le marché, que ce soit évidemment PHP, Node.js, là-dessus je vais vous faire la démo tout à l'heure. Il y a du Python, du .NET, ça c'est historique Microsoft. Donc tout ça, ça permet d'être démarré aussi de manière automatique. Et après c'est les sites web, ça vous connaissez à peu près ces noms, Drupal, WordPress ou des choses comme ça. C'est encore une fois de pouvoir y accéder naturellement, sans se soucier de l'infrastructure. Je vais passer vite parce que le but c'est pas de... Une chose qui est du coup importante quand on ne se soucie pas de la machine, c'est de pouvoir automatiser justement la montée en charge. Donc ça, c'est une demande qui est récurrente aujourd'hui, encore une fois, quand on parle à des startups, parce qu'ils se disent, ouais, si demain ma startup elle explose, comment je fais pour que mon site web justement puisse tenir la charge? Eh ben, on va en fait, comme on a le site web sous forme de service, automatiquement, le système va pouvoir provisionner des nouvelles machines, réinstaller la stack qui permet de répondre aux requêtes HTTP, et par le système évidemment de gestion de code source, on va pouvoir du coup provisionner comme ça autant de machines qu'on veut, et de manière quasi automatique. Attends, je vais te couper la parole 2 secondes. Parce qu'on a oublié de présenter Shirley. Qui est responsable de la relation avec les écoles académiques. Donc on a emmené une jolie fille, on a oublié de la présenter. Tu peux te lever, Shirley, s'il te plaît, pour que les gens s'identifient. Voilà. Donc toutes les questions, tout ça, c'est Shirley ça. Voilà.
Je veux un Windows Phone gratos, tout ça, c'est elle. Je veux une Xbox, tout ça. Une Xbox plutôt, ouais, c'est pareil. Ah, tu vois, tout de suite, c'est intéressant. Qui a un Windows Phone? Putain, c'est mort. Bravo. Alors, c'est vachement bien, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Pas beaucoup d'applications. Ouais. Qu'est-ce qui te manque? Alors ça, c'est mon boulot en plus. Il y a WhatsApp, c'est bon, tu veux quoi d'autre? Il n'y a pas Candy Crush. Ouais, ça c'est bon, c'est pour les jeunes, c'est Candy Crush. On a Flappy machin, là. Ouais, enfin c'est une copie de Flappy, c'est pas le vrai en fait. Je crois en fait qu'il joue encore avec le vrai. Mais... Alors, dans mon idée, la démo, ce que je vais vous faire, c'est que, et je suis même prêt à en prendre le pari, je vais vous montrer qu'on peut monter un site web en quelques clics pour faire un chat. Là, tu les as tués, là. Et surtout, en dehors du code qui est sous-jacent, parce que le but, c'est pas le code, c'est vous montrer comment on peut monter justement ce type d'infrastructure de manière quasi automatique, et tout ça sans aucune techno Microsoft. Alors vous allez voir qu'il y en a un petit peu sous-jacent, je vous en reparlerai, mais en tout cas, pas dans la base et pas dans les technos potentiellement vous apprenez dans les différentes écoles. Donc la première chose que je vais faire, c'est ici créer un site web. Donc là, je fais ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je demande à Azure de me fournir un service de type web. Après, je vais lui préciser ce que je veux dessus, ou du PHP, ou du Node.js, etc. Là, je lui demande simplement de créer un site web. Sur ce site web, je vais le configurer. Et c'est là qu'on va voir justement les différents services que je peux accrocher à mon site web. Et je vais pouvoir ici lui dire, je veux du .NET, je veux du PHP, je peux lui spécifier la version de PHP que je veux. Ce que je vais activer, et c'est ça que je vais vous montrer, en plus c'est une preview qui est pas encore, qui est en production, qui est en preview en bêta, c'est que je vais vouloir éditer en fait mon site web dans un navigateur. C'est-à-dire que je ne veux pas un environnement de développement de type Visual Studio ou autre, je veux directement pouvoir le faire dans le navigateur. C'est un nom de code aujourd'hui, ça s'appelle Visual Studio Monaco. Donc, si vous voulez boire un verre après, on peut se prendre un Monaco. Je ne sais pas pourquoi il l'appelait Monaco. Je ne sais pas si ça existe aux US d'ailleurs, les Monaco. Mais il s'appelle comme ça. Donc, c'est Visual Studio Online. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement enregistrer les paramètres. Pourquoi ça se marre? Non, parce que c'est pas drôle encore. Hein. C'est après quand ça vient drôle. Ah, c'est les coquilles, d'accord. Et ce que je vais faire, je vais revenir ici à mon dashboard. Et je vais avoir un bouton qui va apparaître ici, qui va me permettre justement d'éditer mon site web. Et c'est là où ça devient intéressant, puisque finalement, un site web, on le branche à quoi? On peut évidemment lui mettre directement des pages pour qu'il réponde, mais les pages proviennent d'où? Quand on travaille dans un environnement un peu pro, et je pense que vous êtes tous là-dessus, vous avez tous un repository de code source avec lequel vous travaillez, avec du GitHub, du Git local, peu importe. Donc c'est la chose que évidemment je vais pouvoir faire, mais directement via l'environnement web. Donc tout ça, ça se fait avec n'importe quel navigateur. Hein. J'aurais pu le faire avec Chrome, il n'y a pas d'add-in là-dessus. Et je vais le connecter. Alors j'ai été un peu vite, je vais vous remontrer tout à l'heure. Je peux le connecter à une URL Git directement. Donc ça peut être du GitHub. Là je vais le connecter à mon TFS à moi, mais ça peut être directement une URL Git et directement sur un projet. Donc là je le connecte à mon TFS perso, mais qui est en fait une exposition via Git. Je vais l'autoriser. Donc là, c'est à la mode Facebook. Hein, c'est une application tierce qui vient se connecter à mon repository de code source. Et là, je viens en fait lui demander de cloner finalement mon repository. Donc ça, c'est des choses que vous avez l'habitude de faire. Sauf que là, encore une fois, je suis dans l'environnement web. Donc je suis sur un serveur et je viens lui dire que mon serveur web va venir cloner les sources qui proviennent de mon repository de source. Donc ça peut être par exemple le projet WordPress, il est sur GitHub, vous faites directement un clone et puis vous avez la dernière version de WordPress. Là, c'est extrêmement light puisque dans mon repository de source, j'ai un seul fichier que je vois apparaître ici qui est mon fichier index. Je pourrais avoir plein de codes sources. Là, je suis connecté à mon repository. Encore une fois, je suis toujours sur mon serveur. Ce que je vais faire, et c'est pour ça que je voulais, pour l'instant, je n'ai mis qu'un seul fichier. Mon idée, c'est de faire un chat. De faire un chat aujourd'hui online. Il y a une solution qui est extrêmement simple. Vous prenez n'importe quel sample. Vous utilisez Node.js avec une extension qui s'appelle l'extension Socket.io.
pour faire un chat en temps réel entre différents navigateurs. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais enrichir, et c'est ça que je voulais aussi vous montrer, parce que les sources ici peuvent venir directement de votre repository, mais évidemment pour l'enrichir et pour les éditer, ça peut provenir de mon répertoire local ou de mon application de ma machine. Et là c'est le cas par exemple pour mon serveur, je vais faire simplement un drag and drop depuis mon explorateur de fichiers vers mon serveur, et ça pousse directement, un simple drag and drop, mon fichier ici JS sur mon serveur. Pas encore. Je vais pouvoir le faire après, parce que je vais pouvoir faire en fait un commit et un push. Pour l'instant, je suis en local, je suis en édition locale sur mon serveur. OK ? Et après, je peux faire un commit. Ce qui est intéressant d'ailleurs, si vous faites du PHP ou d'autres, vous avez une coloration syntaxique quasiment sur tous les langages. Donc là, si je suis sur JS, sur HTML, et j'ai la même chose évidemment aussi sur PHP. Si je le lance, ce qui va se passer, c'est qu'il va détecter que j'ai en fait j'ai du socket.io, donc je vais avoir besoin en fait d'éléments qui appartiennent à Node.js. Donc ce qui va me manquer en fait, ce sont les extensions socket.io de Node.js. Et ce qui est intéressant, c'est que ici j'ai une commande, et en fait je vais pouvoir exécuter les commandes standards que vous exécutez sur n'importe quelle machine aujourd'hui. Que ce soit sur Mac ou sous Linux ou même sur PC, pour justement venir enrichir. Voilà, j'ai le message d'erreur qui apparaît puisqu'il se rend compte qu'il y a un problème et il manque des extensions. Donc là, qu'est-ce que je fais? Exactement. Donc là, ça s'exécute sur mon serveur. Cette commande s'exécute, ça va évidemment chercher, parce que mon serveur il est connecté à Internet, donc ça vient chercher les extensions Socket.io de Node.js directement sur mon serveur. On va voir que ça vient créer automatiquement dans mon repository sur mon serveur le Node module. Ça va bien rajouter une tonne de fichiers à ma solution. Donc ça, c'est ma solution GitHub, parce que du coup, il voit qu'il y a un delta par rapport évidemment à mon repository de source. Je vais attendre qu'il ait fini, parce que ça prend un petit peu de temps. Il recompile, et je vais pouvoir... Et vous allez même pouvoir sortir vos téléphones et vous connecter, puisque l'URL est public. C'est école42.azurewebsites au pluriel.net. Qu'est-ce que tu as dit? Ici, je vais le relancer. Et je vais pouvoir le tester en live. Et vous avez un site web live qui est sur Node.js avec des modules qui ont été directement intégrés, vous avez vu, par du NPN directement. J'ai quasiment pas de code source sur ma machine puisque j'ai tout édité en ligne. Et mon serveur fonctionne. J'ai faim, bien. Ça s'est bien passé les examens, c'était cool. C'est pas possible. Voilà. C'était l'idée de... Voilà, c'est impeccable. On peut continuer, burger, machin, j'ai bien compris. Voilà, c'était l'idée un peu de la démonstration. C'est des choses qui, aujourd'hui, on est sur du continuous delivery, on est sur des choses qui sont, aujourd'hui, parlent. Yammer, ça vous dit quelque chose, Yammer? Yammer, c'est le Facebook entreprise qui a été racheté par Microsoft. Aujourd'hui, quand on discute avec les équipes de Yammer, ils font du continuous delivery, c'est-à-dire qu'en fait, ils mettent à jour tous les jours, plus que tous les jours, c'est quasiment toutes les heures, en fait, des éléments, enfin, ils mettent à jour en fait le site web très régulièrement. On n'est plus sur des deliveries de, je sais pas, de 2 jours, 3 jours, ou même tous les mois, on faisait une nouvelle version. C'est fini, ça. Quand on parle site web, on fait du delivery continuel. Là, je vous ai montré, et je vais revenir à l'administration, avant qu'on ait trop de trolls. Par rapport à tout à l'heure, ici, donc, je suis bien localement. Je peux faire ici un commit pour valider toutes mes modifications de GitHub. Et après, ici, dans le petit menu, je peux faire un push pour dire je commit tout. Et alors, elle est même plus que dans les deux sens, puisque là, j'ai le code source. Et ce que je vais vous montrer juste pour finir, c'est que je peux faire dans l'autre sens. Et c'est quoi l'autre sens? L'autre sens, c'est si jamais vous travaillez sur une autre machine, qui est votre pré-prod, par exemple.
vous faites des modifications et vous voulez passer en prod. Comment vous faites? Du coup, il faut se reconnecter, il faut faire un get last test, etc. Et bien en fait, ce que vous pouvez faire, c'est brancher directement le continuous delivery, c'est-à-dire que vous allez vous rebrancher sur votre repository. Et sur ce repository, vous allez dire, dès que je fais un check-in, enfin dès que je fais un push sur le serveur, automatiquement, ça viendra mettre à jour ma production sur la branche master, par exemple. Et du coup, sans être obligé de réintervenir sur le serveur, vous allez avoir un agent qui va tourner, qui va vérifier dès qu'il y a une nouvelle version qui arrive sur la branche master de votre Git et directement la mettre en production. Donc ça marche dans les deux sens, évidemment pour éditer, mais aussi si vous éditez d'un autre endroit, vous allez pouvoir directement mettre en production sans repasser par la partie administration. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là avant qu'on passe à la 3D et les confettis et tout ça? Oui, plein de questions, super. Oui. Exactement. Alors, c'est une très bonne remarque, parce que tout à l'heure, j'ai dit que j'allais vous faire tout sauf du Microsoft. Donc, effectivement, sur le développement que j'ai fait du Node.js, donc avec du Socket.io, je n'ai pas fait du Microsoft. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'en website, c'est du IS qui tourne derrière. Et il faut savoir que l'équipe Node.js, il faut savoir que c'est, de mémoire, je crois que c'est même un ancien de Microsoft qui a développé Node.js, et c'est lui qui a codé en fait l'ADIN pour IIS. Ça veut dire que le serveur de page, dans mon exemple ici, Node.js, le serveur de page, ce n'est pas Tomcat, c'est IIS. C'est le cas pour quand je suis en PHP ou quand je vais être en Java demain. C'est pareil, le serveur de page pour les websites, c'est IIS. Donc la question, c'est effectivement IIS qui est reconfiguré pour qu'il réponde non plus à de l'ASP.NET ou du PHP, mais qui réponde à du Node.js. Pour les websites, parce que là j'ai fait du website. Par contre, ce que j'ai montré tout à l'heure, si vous voulez provisionner cette fois-ci de l'infrastructure as a service, là vous pouvez monter un serveur Linux. Et là du coup, si vous faites un Linux sur, là ça sera du Tomcat, tout ce que vous voulez, pour pouvoir répondre à autre chose que d'IS. Enfin, du coup, c'est une machine Linux qui tourne. En mode service, en mode plateforme as a service, là c'est du Windows qui tourne, qui est sous-jacent. Il y avait deux autres questions qui sont annulées. D'accord. Ouais, c'est ce que je dis. Alors, ça ne sera pas. Non, pas en website. En website, ça sera que du IS. Exactement. Entendu? Potentiellement, l'idée du website et l'idée du plateforme as a service, c'est de se moquer finalement de l'infrastructure technique qui est en dessous. En plus, là, on vous assure que les machines sont redondées. Si jamais ça tombe, c'est remonté via justement la gestion de code source. Les mises à jour sont faites de manière automatique. On ne voit jamais finalement la machine qui est sous-jacente. Oui. Alors, tout à fait. Alors pour ça, pour la partie vraiment mise à jour Windows, en fait, il y a deux modes qui... Alors, pas sur les websites. Les websites, on vous assure que ça va continuer à fonctionner. Mais sur d'autres types de services, en fait, on peut faire les mises à jour de manière manuelle. Et il y a toute une gestion, et c'est aussi vrai pour les websites, il y a une gestion de pré-production. C'est-à-dire qu'on peut définir en fait des zones et de la pré-production, et d'abord mettre à jour la pré-production. Donc là, en fait, il y a les versions de Windows Azure qui régulièrement sont mises à jour. On est notifié quand on est administrateur, on la passe, on vérifie que son site web fonctionne, et après ça passe. Ce qui peut même, pour aller un petit peu plus loin, ce qu'on peut aussi faire, on a tout un framework de test qui s'appelle Team Test, qui permet directement d'automatiser le fait de jouer en fait tout le système de test. En plus des tests web, c'est quand même facile à faire, parce que finalement, c'est des requêtes HTTP, on vérifie le résultat de la page. Et justement, si les tests fonctionnent, on peut faire passer des mises à jour sur la machine. Donc, on peut le synchroniser avec du déploiement automatique suivi par des tests de site web. Enfin, pas suivi, c'est dans la continuité des tests de site web. Oui. Non, question, oui. Alors, les données, c'est pareil, on peut les avoir ou en tant que machine virtuelle. Donc là, on provisionne une machine Linux, on met n'importe quel serveur de base de données qu'on veut, enfin peu importe, ça peut être du MySQL, tout ce que vous voulez. Mais du coup, c'est de l'infrastructure as a service, c'est à vous d'administrer votre base. Ou alors, vous l'avez en mode service. Et là, en mode service, alors ça va être la même réponse que j'ai fait tout à l'heure sur IS, en mode service, ça sera une base de données relationnelle qui est
SQL Server, mais en mode service. Vous oubliez les mises à jour, les patchs que vous voulez, vous demandez une table, et automatiquement, vous avez votre table, et elle va monter en charge de manière automatique. La quantité, en mode service, la quantité, en fait, elle est illimitée, mais vous la payez. C'est le principe de plateforme as a service, c'est qu'en fonction de votre utilisation du service, vous allez payer plus ou moins cher. Quand on parle base de données, on parle de deux notions. C'est la data qui est stockée de manière statique tous les jours, c'est-à-dire que quand personne n'utilise la machine, combien votre base de données prend comme place, et les données qui sont transférées en input et en output. Et vous payez sur ce transfert. Voilà. Donc on a aussi une solution, si vous connaissez les solutions S3 qui sont sur Amazon pour les données non structurées, on a un équivalent qui s'appelle Tab Storage qui permet de effectivement stocker des données non structurées, donc elles ne sont pas relationnelles, elles sont vraiment en mode push à plat. Vous mettez du JSON dedans, vous mettez ce que vous voulez dedans, et après vous pouvez requêter ces éléments-là. Mais c'est du non structuré, donc évidemment tout ce qui va être relationnel va être coûteux en temps. Par contre, c'est évidemment beaucoup moins coûteux au niveau tarifaire, parce que c'est pas relationnel. Oui. Alors MongoDB, ça sera sous forme aussi de service, donc il n'y a pas d'interface. Enfin, l'interface, ça sera l'interface de MongoDB pour y accéder, quoi. Ouais, exactement. Oui. Ouais. Tout à fait. Non. Alors, oui. Oui, alors pour cette problématique-là, oui. Parce que là, on est sur des... alors après, l'infinité des instances, on peut la faire. Donc on peut la coder, on a accès à l'infinité des instances. Donc ça peut être fait où sous forme de cookies. Ça veut dire que vous dites que l'utilisateur, quand il arrive, il garde la même machine. Ça, c'est un paramètre qu'on fait au niveau du load balancer. Mais effectivement, par défaut, on est sur un load balancer qui est plutôt stateless. Donc là, à chaque requête partira sur n'importe quelle machine. Et il faut que votre site web soit adapté à ce type de requête. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus rare de trouver effectivement des solutions web aujourd'hui qui sont stateful, parce qu'on a besoin de monter en charge de manière automatique. Les machines elles peuvent tomber à tout moment. On a de l'historique qui est encore stateful, mais aujourd'hui, tous les nouveaux développements, faut faire attention à cette notion de stateless. Mais effectivement, ça ne corrige pas le problème en fait. Ça ne le fait pas de manière automatique. Après, ce qu'on va avoir sur certaines technos, alors pas toutes, on va avoir des solutions qui permettent de mettre en cache ou de virtualiser en fait ces notions de session. Donc ça soit les sessions .NET ou les sessions PHP, on va savoir en fait trapper en fait toutes les requêtes à ces sessions et les mettre ou en mémoire ou en base en amont. C'est-à-dire que si ça a été mal codé, on va pouvoir mettre en fait un petit tweak, un petit hook au moment des accès aux sessions pour que justement ça puisse être mis autre part qu'en mémoire, surtout si la machine tombe ou si la requête tombe sur une autre machine. Donc c'est des petits hooks, des fois ça dépanne, hein. C'est surtout pour les sites historiques. Vous voulez voir de la 3D maintenant? Alors David, c'est à toi. C'est bizarre. En fait, la réponse, elle est comme la fausse réponse que j'ai faite sur les data tout à l'heure, c'est à la consommation. Donc l'élément de temps pour les machines le plus petit, c'est l'heure, et je crois que c'est 30 centimes, un truc comme ça, l'heure CPU. Et après, ce qui est bien, c'est que c'est pas exponentiel, c'est linéaire. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une unité de temps CPU, si vous voulez une machine avec 8 cœurs, 16 cœurs, 32 cœurs, c'est juste en fait une multiplication que vous faites. Ce n'est pas exponentiel. Donc ce qui peut être bien, parce que du coup vous pouvez caper justement la problématique de montée en charge. C'est-à-dire que dans vos règles de montée en charge, vous pouvez dire, de 18h à 20h, je sais que les gens viennent sur mon service, donc tu es sur une instance ou deux, tu peux monter jusqu'à 6 instances maxi, mais pas plus, parce qu'après, tant pis, si le service il est plus lent, c'est pas grave. Du coup, ce qui permet de pouvoir mieux calculer en fait
sa consommation, puisque dans ces services-là, c'est le cas aussi pour Amazon. Hein. Ce qui fait peur quand les gens ne connaissent pas, c'est évidemment de pouvoir prévoir ce qu'on va consommer et finalement, qu'est-ce qu'on va payer. Est-ce que tu as ta clé USB tout à l'heure? Oui, elle est là. Elle était là. Elle a peut-être été récupérée, la clé USB. Non. Pour l'enregistrement? Mais je crois que ça marchait l'enregistrement ou ça marchait pas? D'accord, ça c'est par la caméra, donc pas besoin de la clé USB. Un autre truc, je suis passé tout à l'heure, je te coupe pour finir parce que j'en ai pas trop parlé. Hadoop, ça vous dit quelque chose? Ça vous parle Hadoop? D'accord. Big data, c'est du traitement en fait de data de masse. C'est-à-dire que si vous avez des traitements monstrueux à faire, il faut les paralléliser, il faut accéder à de la donnée partagée pour que les traitements puissent être parallélisés. C'est un framework qui existe, qui est dans l'open source. Hein, c'est un petit téléphone bleu de mémoire. Récemment, c'est tout récent parce qu'on l'a mis en production, c'était en bêta, c'est en production depuis 2 semaines. Donc c'est sous forme de service, comme le website tout à l'heure. Et là, contrairement à ce que j'ai dit, enfin contrairement, c'est pas tout à fait, c'est de l'Hadoop qui va tourner sur des machines Windows, mais c'est un service qui est entièrement sur open source, hein, Hadoop. Ça a été historiquement développé par Amazon, si je ne me trompe pas. Et ça permet vraiment de faire du traitement parallèle. Et si vous avez aujourd'hui des sujets big data en cours et si vous voulez vous intéresser, Hadoop est une très bonne solution. Il y en a d'autres. Mais encore une fois, en mode service, ça vous permet d'éviter de vous monter vous-même un cluster Hadoop. Je vous garantis pour ceux qui en ont fait, monter un cluster Hadoop à la main, c'est compliqué. Là, vous dites, je veux 50 machines, un cluster nœud principal, vous faites OK. Et là, faites attention, ça peut coûter cher. Plutôt travailler sur des petits clusters de 2-3 machines pour démarrer, c'est très bien. Alors, c'est une thread que j'ai remis en forme sur les Tech Days. Donc, moi, alors, on est ce qu'on appelle des évangélistes. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez le terme. Donc, c'est un terme américain. En français, il passe moins parce que les Américains, tout ce qui est lié à la religion, ça passe tranquille, hein, puisque en France, moins. En gros, le but du jeu, c'est qu'on va présenter la technologie qui va bientôt sortir ou qui est en train de sortir pour trouver des projets et les déployer avec des clients. Donc, on fait beaucoup de conférences, on écrit des articles et moi, je m'occupe, j'ai un boulot difficile d'aller voir les studios de jeux vidéo et leur demander de venir sur Windows Phone et Windows Store et les aider techniquement. Donc, c'est difficile, vous allez voir Ubisoft, etc. Je n'ai pas une vie facile, hein, mais bon, en échange, mon manager me paye bien, donc ça va. Pierre a travaillé sur ce moteur, il nous a aidé aussi sur le moteur. Et il y a David Catu qui est on va dire le développeur principal du moteur. Il écrit des moteurs 3D depuis qu'il est tout petit, hein, parce que ça ne s'improvise pas quand même. Et il nous a formés à la 3D, on bosse ensemble dessus. Et il a été tellement bon qu'il a été racheté par les Américains aux États-Unis. Et ils s'ennuient parce que c'est chiant les États-Unis en fait. Hein. Mais d'ailleurs, si vous voulez gagner vraiment beaucoup d'argent en tant que développeur, hein, c'est triste à dire, mais souvent c'est mieux aux États-Unis. Donc pensez-y avant de vous maquiller avec une fille ou un garçon et de faire des enfants. Vous vous repenserez à moi dans 10 ans quand vous ne l'aurez pas fait en disant « il avait raison ce con ». Alors, on peut les enlever aussi. Ouais, mon fils rêverait d'y aller, mais ma femme moins, pardon. Découverte de la 3D pour le web. Donc la 3D, ça existe depuis longtemps. Hein. Moi, j'ai toujours rêvé de faire de la 3D, sauf que quand j'étais comme vous en école, bah, vous vous retrouvez dans une salle machine comme vous êtes devant votre machine, vous avez l'impression de plutôt bien vous en sortir, vous êtes bien et tout, et puis il y a toujours l'espèce d'enfoiré qui est à votre droite là, qui lui code à peu près 4 fois plus vite que vous et il fait tourner les trucs en 3D à fond en disant ouais tu vois je viens d'optimiser dans le pipeline du CPU parce que là avec les instructions d'assembleur je te gratte de FPS. Et il dit ok moi je vais pas faire de la 3D donc je vous passe à autre chose. Puis vous finissez par faire du web comme moi en disant bon allez HTML ça va aller. Et donc j'ai fini par me faire former à la 3D. Ce qui se passe en fait sur la 3D, c'est que malgré tout, même si c'est un peu compliqué, c'est pas si complexe qu'on peut le croire, c'est une espèce de caste. C'est ça qui m'a énervé, c'est que les gens vous mystifient. Ils deviennent volontairement un petit peu obscurs sur la 3D. Déjà, ils ont des termes particuliers. Tu as vu mon shader, comme on ne sait pas ce que c'est un shader. En fait, c'est juste un petit morceau de C. En fait, ça tombe bien qu'il faille du C pour discuter avec le GPU. Donc, ils créent plein de termes un peu ésotériques pour vous empêcher d'accéder à l'information. Donc en fait, moi j'ai écrit des articles pour démystifier ça. Et je suis actuellement chassé par des gens, ils veulent avoir ma peau. Donc on va rappeler les étapes de création de la 3D. La 3D, ça commence finalement par un espace du coup en 3D, avec des coordonnées X, Y, Z. Malheureusement, pendant longtemps, même si ça commence à un peu changer, ça c'est complètement plat. C'est de la 2D.
Donc il va falloir trouver un moyen de transformer cette information 3D vers l'écran. Pendant longtemps, il y a eu des tests qui ont été faits. D'abord, c'est de prendre la géométrie la plus simple qui existe en 2D, qui est le triangle, parce qu'avant c'est la ligne, c'est 1D. Je ne sais pas quel est votre niveau de maths, mais... Et ensuite, juste après, c'est le carré. Le carré, donc il y a eu des tentatives à une époque, mais peut-être vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, des cartes qui essayaient de travailler sur des quads et pas sur des triangles. Sauf que sur les quads, on a aussi 4 points. Là, on n'a besoin que de 3 points sur le triangle. Bref, au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'on arrivait à faire à peu près ce qu'on voulait avec des triangles. Et donc, du coup, l'idée, c'est de faire avec beaucoup de calculs matriciels. Alors, je vous rassure, soit si vous partez de 0,0, bah, vous faites votre propre livret de calcul matriciel. Ça vous fait kiffer de créer ça. Mais il y a plein de librairies qui existent. Et l'idée, c'est de transformer l'espace 3D vers une projection 2D sur l'écran. On prend pour ça en compte une caméra qui va filmer finalement comme vous, qui a ce qu'on appelle une ouverture. Donc en fait, il y a des gens que je ne vois pas de temps en temps. Je suis déjà avec une caméra et là, je vais calculer que cette partie-là. Puis je vais les écraser sur mon écran en 2D, quoi. Et on peut avoir éventuellement, effectivement, maintenant de la 3D avec les lunettes. Donc là, il faut calculer 2 images avec un écartement des yeux. Mais bon, je ne sais pas si vous jouez beaucoup avec de la 3D sur vos... Non, pas de sous. Bon. Mais même quand nous, on a des sous, même nous, on ne joue pas beaucoup. Ensuite, l'étape d'après, ça va être de colorier ces triangles avec un algorithme. Ça s'appelle la rasterisation. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas de gestion d'éclairage. J'ai mis un éclairage arbitraire. Donc j'ai pris un niveau de gris aléatoire. Donc ça, on ne voit rien du tout. Puis au fur et à mesure, vous voyez, pour pouvoir calculer l'éclairage, ce qui est intéressant, ce n'est pas très compliqué en fait. Il suffit de prendre une normale à une face. Donc c'est un triangle. On va faire une normale comme ça. On va regarder notre source de lumière. Ça va faire un angle entre 2 vecteurs. Et cet angle, ça va donner notre coefficient d'illumination de la face en question. Donc vous avez plusieurs algorithmes d'éclairage. Il y en a un qui s'appelle le flat shading, c'est-à-dire qu'en fait, on va bien voir tous les triangles. Il y en a un qui s'appelle ensuite le gouraud, qui est un des plus connus quand même, qu'on voit juste après, où en fait, on lisse finalement les niveaux de gris entre chacun des triangles, on voit de moins en moins. Et puis en fait, quand on le combine avec l'application de texture, on commence à avoir des résultats qui sont assez intéressants. Donc je vais vous montrer le résultat avec un moteur, ce qu'on appelle PureSoft, c'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, j'ai commencé avec des vieux jeux comme Doom. Je ne sais pas si vous n'avez pas connu Doom. Dans vos livres d'histoire, vous les avez référencés, ouais. Dans vos livres d'histoire, les papis, ils faisaient Doom. Nous, à l'époque, c'était génial. Et donc, c'était sur le CPU. Donc, il y avait beaucoup de C d'assembleur, donc ça tombe bien, vous pouvez le refaire pour pouvoir tirer un maximum du jeu. Vous l'avez fait en plus. Ben, c'est cool ce que vous apprenez ici. Vous en avez chié ou pas? Ouais. Donc là, c'est la partie wireframe. Et donc, ce qu'on regarde ici pour l'instant, alors j'ai une machine, c'est un Core i7 avec un GPU intégré qui commence à être quand même pas mal. Et je suis à 60 images secondes. Le 60 images secondes, c'est le saint Graal pour ceux qui font de la 3D. Ça ne sert à rien de dire je suis à 200 images secondes, tout le monde s'en fout, parce que l'écran il est en 60 Hz. Donc, vous ne verrez pas plus que 60 images secondes. Donc, nous, on vise le 60 images secondes ou 120 images secondes pour la 3D pour que ça soit parfait. Donc là, je vais passer au truc suivant. Je vais avoir le fait que je vais colorier mes triangles. On commence à voir un petit peu la 3D ressortir. Pour l'instant, c'est moche parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Je rajoute là le flat shading. Donc ça consiste finalement à colorier qu'une seule des faces en fonction d'une couleur avec cette normale. Du coup, on voit encore toujours pas mal les triangles. Et l'étape d'après, ça va être de commencer à gommer un petit peu ces triangles avec le gouraud shading. Donc c'est un algo fait par un Français. Vous voyez les perfs au fur et à mesure? Alors cette tête de singe, elle est célèbre, elle s'appelle Suzanne, pour ceux qui font du Blender, donc c'est un modèle dans Blender. Est-ce que quelqu'un s'appelle Suzanne? C'est original comme prénom pour un garçon, mais tu risques de prendre cher pendant le reste de la session. Et ensuite, on applique la texture. Alors la texture, là, il faut commencer à travailler avec des graphistes, parce que si vous, développeurs, vous faites ça tout seul, en général, c'est très très moche. Et ça consiste à prendre des coordonnées de mapping de texture qu'on va aller appliquer finalement. Et c'est rigolo de les voir, les designers. Moi, j'ai vu le mien le faire pour me faire ma tête de Suzanne. Ils éclatent la texture à plat, ça ressemble à rien du tout. Vous dites, il va me donner ça, mais jamais ça va marcher. Et vous lancez votre algo et vous avez le truc, ça tombe en marche, c'est un peu magique. Donc, travaillez avec des designers pour faire ça. Et là, si vous regardez les perfs, je tombais à 27 images secondes. Pourtant, maintenant, je peux le lancer dans Chrome, ça va être Paint, Firefox, etc. On a des moteurs JavaScript qui dépotent maintenant, c'est presque proche du natif dans certaines conditions. Et on se dit, là, c'est mal barré pour faire mon prochain Call of Duty avec ce niveau de performance. Il n'y a pas beaucoup de triangles affichés. Donc l'étape d'après, forcément, ça va être de discuter avec
une autre puce qui demande que ça depuis tout à l'heure, qui s'appelle le GPU. Alors le GPU, dans la partie web, j'entends, a commencé à d'abord être utilisé dans un canvas 2D. Donc ça a été créé par Apple, hein, un canvas en HTML5. En gros, c'est une zone que je définis qui fait une certaine taille en pixels. Et j'ai accès à chacun des pixels et je fais ce que je veux. Donc c'est ce que je fais finalement dans mon moteur 3D. Un moteur 3D soft, il va essayer toutes les 16 millisecondes de recalculer entièrement la scène. C'est comme ça que ça marche un moteur 3D. Il n'y a pas de persistance finalement graphique sur ce qui se passe. C'est vous en mémoire, vous avez vos objets. Et là, à un moment donné, si l'utilisateur bouge à droite, faut que je recalcule toutes les frames. C'est-à-dire que j'ai un immeuble, je recalcule l'immeuble, l'éclairage de l'immeuble, les personnages qui bougent, etc. Donc finalement, c'est ce que peut faire ça de la 2D. Il y a la partie CSS3. Alors, du coup, vous n'avez pas encore fait vraiment du web. Mais sachez que vous allez manger du CSS, vous allez en chier aussi. C'est super compliqué de faire des sites responsives, de faire des sites qui marchent partout. Alors, vous avez la chance que vous êtes à la fin de la première guerre des navigateurs. Enfin, la toute première guerre des navigateurs, c'est nous qui l'avons gagnée. Avec IE6. Et ensuite, on s'est pris une grosse claque avec Firefox et une méga grosse claque avec Chrome. Donc là, on en est à peu près là. Hein, donc Chrome. Mais l'avantage, c'est que cette guerre de navigateurs est à peu près stable sur le desktop. Donc on a à peu près chacun 30% de part de navigateur. Ça dépend chez vous, c'est 99% de Chrome. Mais chez les gens, on va dire normaux dans la vraie vie, ça devrait être 30-30-30. Oui, à peu près. Et l'avantage, c'est qu'ils ont tous un bon niveau de support. Il y a deux stats. Hein. Les stats qui sont bonnes pour nous. Les stats qui sont bonnes pour nous, on fait croire qu'on a encore 50% de part de marché. Et les stats qui sont moins bonnes pour nous disent qu'on est à 30%. Mais en fait, la vérité, elle est entre les deux, quoi. Parce qu'il y a énormément d'entreprises ou de personnes à la maison qui n'ont rien à faire du navigateur. Hein. Et ils vont juste sur Internet. Et pour Internet, pour ma mère, c'est Google Internet. Donc, vous savez, c'est les gens qui ne tapent pas dans les barres d'adresse, qui tapent directement dans la barre de recherche, quoi. Et ils ne comprenaient pas sur quel site elle arrive. Mais qu'est-ce que tu as fait, maman? Et donc, je sors du sujet. CSS, c'est pour faire de la mise en forme des pages. Et on a également de l'animation et des transitions. Et alors, avant qu'on ait cette possibilité en CSS, il fallait faire des animations en JavaScript. Et c'était côté CPU, du coup. Donc, on n'avait pas des animations très fluides. Donc, si un jour vous allez sur le web, vaut mieux faire a priori des animations par CSS3. Surtout sur mobile, on a moins de performance. Le décodage matériel du H264 ou du JPEG aussi, ça peut prendre du temps. Aujourd'hui, c'est fait directement chez nous. On a même jusqu'au JPEG. On est seul à faire. Alors, je ne suis pas sûr que c'est vraiment un truc fulgurant, mais en tout cas, la plupart des navigateurs décodent matériellement le H264. Et on arrive du coup jusqu'à WebGL. WebGL, ça n'a rien à voir avec HTML5 en fait. C'est créé par un groupe qui s'appelle le Chronos Group, qui réunit en gros les fabricants de cartes graphiques, NVIDIA, AMD, etc. Et tous les éditeurs de navigateurs sauf nous. Donc Opera, si on peut considérer qu'Opera existe toujours, Google, Mozilla, qui sont présents. Et donc on crée une surcouche au-dessus de OpenGL, ES 2.0 pour être précis, parce qu'une fois on m'a reproché de ne pas être assez précis, une abstraction JavaScript là-dessus. Et du coup c'est super cool parce qu'en tant que développeur web, vous avez la puissance du GPU sous la main. Alors les navigateurs compatibles, nous c'est arrivé avec IE11, donc il faut au moins une machine Windows 7 ou Windows 8.1 pour l'avoir. Chrome ça fait un moment qu'ils l'ont, Firefox aussi, Opera. Et la façon de le faire, c'est assez simple, c'est qu'avant, quand vous faisiez de la 2D, vous preniez votre élément canvas et vous faisiez un getContext 2D. On aurait pu se dire, pour faire de la 3D, j'aurais pu faire un getContext 3D. Et non, on s'est dit, tiens, c'est pas con, plutôt faire WebGL pour faire un premier piège. Et le deuxième piège, c'est que souvent, c'est expérimental-WebGL. Alors dans le web, dès qu'il y a ce qu'on appelle un préfixe, ou qui est écrit expérimental, c'est-à-dire si tu fous ça en prod, c'est à toi de le mettre à jour sur le site parce que ça va péter souvent. Ça, c'est un peu... Alors ils le disent en anglais, hein, en général, c'est de tourner différemment. Et ça veut dire aussi que ce n'est pas tout à fait fini, pas tout à fait sec. C'est pour ça que les éditeurs de jeux qu'on rencontre, ils commencent à être chauds pour y aller, mais ils sont moyens chauds, en se disant Chrome, c'est super cool, mais ça se met à jour toutes les 6 semaines. Je n'ai pas envie de mettre à jour mon code toutes les 6 semaines, parce que ça coûte cher. Et c'est ce qui se passe de temps en temps quand vous jouez avec les dernières nouveautés. Le code, il pète, ce qui est normal, parce que ils testent le code, les développeurs font des retours. WebGL, ça commence à être quand même relativement stable. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, nous, on arrive en dernier. C'est une fois que c'est à peu près stable, on laisse Chrome faire des trucs et nous, on arrive derrière. Et j'espère que ça va changer un petit peu. Alors, c'est une API de bas niveau. Je vais vous montrer à quoi ressemble le code. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, la première fois que j'ai fait de la 3D, moi, je me souviens, moi, c'était de l'OpenGL, du coup, sur mes bonnes vieilles stations Unix. Et je me dis, ça y est, c'est super cool, on va me donner un truc pour m'aider à faire de l'OpenGL. En fait, vous fadez tout depuis zéro. Hein. Vous faites les triangles et tout.
et c'est un petit peu compliqué, on va le voir, et c'est pour ça qu'on a besoin de moteurs 3D. Les shaders, qui connaît le concept de shader? Il est timide. Bah, expliquez aux autres. Donc l'idée du shader, c'est un petit programme qui ressemble à du pseudo-C, donc en fait, qui va permettre d'être compilé en langage natif pour le GPU ce coup-ci, pas pour le CPU, donc ça ne produit pas du code x86 ou ARM, ça va vers le GPU, et ça va lui permettre, en fait, ce que disait David, il a raison, c'est que le GPU, c'est con, mais c'est un gros bourrin. C'est-à-dire qu'il a plein d'unités de calcul, il sait faire peu de choses, mais il les fait très bien en parallèle. Donc l'idée, ça va être de le piloter avec les shaders. Et ensuite, c'est à vous de gérer la géométrie, les textures, la boucle de rendu. Tout ça, c'est votre charge. WebGL, il va s'occuper uniquement de vous aider à dessiner des triangles. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Pour vous dissuader, enfin, vous pouvez le faire de zéro, puisque vous vous êtes fait doumancer, a priori, pourquoi pas aller jusqu'au bout de la démarche. Donc, il vous faut quoi? Alors, moi, j'utilise Visual Studio. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, mais... On a une page web. La page web, elle a un canvas. C'est le même élément pour faire de la 2D ou de la 3D. C'est juste le contexte qui change. Ça me fait bizarre de vous avoir dans mon dos, en fait. Mais... Et j'ai un morceau de JavaScript qu'on va voir juste après. Là, vous voyez, il y a ces fameux shaders. Et donc, c'est un peu particulier parce que du coup, même si vous êtes en HTML, là, vous avez du pseudo-assembleur, du pseudo-C, quoi, qui va être pris à un moment donné par WebGL, qui va lire ce morceau de code, qui va le compiler, qui va l'envoyer au GPU. Donc ça, c'est un langage de shader qui s'appelle GLSL, dans OpenGL. Nous, on en avait créé un pour DirectX qui s'appelle HLSL, mais globalement, c'est très proche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un pixel shader. Donc le pixel shader, son but, c'est de savoir pour chacun des pixels la manière dont vous voulez le colorer, finalement. Je ne sais pas si ça se dit, le coloriser. Ouais, je sais pas, enfin, vous trouvez le mot. Et c'est le pixel shader souvent qui s'occupe du coup, pour un éclairage par exemple, c'est lui qui va s'occuper de déterminer la couleur de ce pixel en fonction de plein de conditions. Où se trouve la lumière, quel type de matériau, quelle texture est appliquée, est-ce que je fais du bump mapping et tout, ça se passe là-dedans. Et il y a un autre type de shader qui s'appelle le vertex shader. Alors il faut savoir que dans le langage 3D, pixel shader, c'est donc l'algorithme qui va dessiner chacun des pixels. Vertex shader, c'est celui qui va travailler sur la géométrie. Parce que finalement, les vertex, c'est le nom scientifique 3D pour un point dans l'espace. Donc au lieu de dire point 3D, ils ont appelé ça vertex. Et quand ils sont pluriels, ils appellent ça vertice. Vous voyez, donc plein de termes pour vous paumer. Donc je vous donne les traductions. Et ensuite, un objet 3D s'appelle un mesh. Voilà. Donc une fois que vous avez tout ce vocabulaire, vous pouvez y aller. Et ce que fait finalement là l'opération, c'est, vous voyez, je vous parlais de calcul matriciel. Là, les calculs matriciels, les GPU, c'est des gros bourrins, ils les font très rapidement. Et c'est ce qui va se passer. Donc là, on va passer finalement d'une vision au moment de 3D à la vision 2D pour avoir la position du point dans l'espace, la couleur, et c'est parti. Ensuite, côté CSS, on met tout en plein écran. Parce que... Et ensuite, voilà rapidement ce qui se passe. Vous voyez le code. Je vais avoir accès au canvas, je vais récupérer le contexte 3D, je vais récupérer le shader que je vous ai montré tout à l'heure. On va le compiler avec ces lignes de code-là. Une fois qu'on l'a compilé, on va recevoir un ensemble d'attributs, parce qu'on peut piloter finalement les shaders de manière externe depuis JavaScript. On fait quelques récupérations de matrices, on commence à positionner des buffers 3D pour pouvoir faire des trucs super compliqués. Et là, on a une boucle de rendu. La boucle de rendu, finalement, celle qui est rappelée potentiellement 60 fois par seconde, donc toutes les 16 millisecondes dans le cas idéal. Et elle va s'occuper de faire tourner le triangle et le redessiner à chaque fois, ou ce genre de choses. Et là, c'est l'instruction magique en JavaScript pour dire au navigateur, rappelle-moi dès que tu es prêt pour que je puisse calculer la suite. Voilà, donc là, quand on fait ça, on se dit, bon, j'en ai chié déjà un petit moment, je m'attends à voir un truc qui va claquer. Et on obtient ça. Donc on est vite déçu, en fait, quand on commence à 3D. C'est-à-dire que là, vous avez mis à peu près 3 jours avec les bouquins sur le net à comprendre ce qui se passe. Et là, vous dites, bon, la 3D, c'est pas fait pour moi. En plus, j'ai réussi à faire un triangle moche. Pendant ce temps-là, il y a votre pote qui est le super bon, il a des trucs qui tournent dans tous les sens. Ouais, je suis pas très content de l'optime, là. Je sais pas ce que je vais faire ce soir. Donc, en fait, il y a des moteurs 3D pour vous aider à aller plus vite. Est-ce que vous l'avez déjà vécu, ça, ou pas? Qui est le gourou lui? Merci de l'avoir spoté. Alors du coup, moi je sers de singe dans l'élaboration du moteur 3D. C'est-à-dire que je suis l'abruti qui ne comprend pas grand-chose. Et David est celui qui fait de la 3D depuis tout petit. Et en fait, moi je lui dis, quand je ne comprends pas, je fais, je m'attends à utiliser le moteur, quand j'utilise telle instruction, je veux que ça fasse ça à l'écran.
Alors, il retourne en disant ouais, mais en 3D c'est compliqué parce qu'il y a des yachts pitch roll, il vous sert plein de termes et tout. Je fais je sais pas ce que tu me racontes, mais quand je vais faire point X égale 45 degrés, je veux que il tourne par là et tu te démerdes. Et il y arrive souvent en fait. Souvent ils commencent par vous mystifier, ils finissent par y arriver. Donc déjà pour l'utiliser, on l'a mis sur GitHub en open source, en licence Apache 2. Donc faites ce que vous voulez du moteur, forquez-le, torturez-le. Il suffit de récupérer sur une balise script, Babylon.js. Aujourd'hui, il fait à peu près presque 400 kg de JavaScript minifié. On commence à avoir pas mal de code dedans. Et en fait, toute la partie que je vous montrais d'initialisation des shaders, etc., vous faites une nouvelle ligne qui est New Babylon Engine. Vous passez le canvas, anti-aliasing ou pas, et c'est parti. Et ensuite, on a la notion d'un scene graph. Alors, il y a un autre framework très connu JavaScript qui s'appelle free.js. Je ne sais pas si vous le connaissez. Qui est faite par aussi un gourou de la 3D. Nous, on a voulu l'orienter plus jeux vidéo, parce que David a un bon passif sur les performances et les jeux vidéo. Et en fait, on gère tout dans notre scène graph, on va voir. Donc, on a la notion de scène, on a la notion de... toutes les caméras, etc., sont gérées au sein de notre fichier. Et donc, là, je vais déclarer une caméra avec la possibilité de gérer directement pour vous le déplacement comme un FPS. Ce n'est pas vous de le gérer, donc vous allez vous déplacer clavier, souris. C'est nous qui allons le gérer. On a différents types de lumière, des primitives de rendu, puis vous avez une boucle de rendu qui va s'occuper de rendre la scène. Donc on essaye de faire une abstraction sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Et je vais commencer par faire des démos d'ailleurs sans code, pour vous montrer que vous pouvez commencer sans code. Alors Blender, forcément, comme notre moteur open source, on sait qu'on s'adresse plutôt aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc on va faire un export pour Blender qui est open source et gratuit aussi. Parce que dans la 3D, il faut savoir qu'il y a des softs qui coûtent une blinde. Vous les connaissez, je pense, de nom. 3D Studio Max, Maya. Je ne sais pas si vous avez les vraies licences, mais normalement ça coûte super cher. Et ensuite, la plupart des designers que vous allez rencontrer dans les studios de jeux vidéo ou qui font du film, les effets spéciaux, ils travaillent qu'avec que ça. Et donc quand vous arrivez en disant moi j'ai Blender, et vous regardez de haut, moi j'ai mon Maya, je te défonce avec ton Blender. Mais on a donc plusieurs formats de gestion de fichiers, parce qu'à un moment donné, il faut prendre ces formats de fichiers, les transformer pour les charger dans votre moteur. Donc on a fait un plugin Python pour Blender. On a un support de collision complet, ça FreeJS l'a pas, mais c'est tout bête. Vous vous attendez que vous allez vous balader dans une scène, de dire à un moment donné, ce cube ou ce mesh, cet objet 3D, je ne veux pas passer à travers. Au lieu de calculer vous-même la position et les tests de collision, on le fait pour vous. Moi, j'ai travaillé sur les parties beaucoup plus complexes comme le support du offline. Non, c'est con, mais moi j'ai une connexion de 2 mégas à la maison ADSL. J'habite en campagne puisque je ne veux pas vivre à Paris, ça coûte trop cher. Pas 2 millions à mettre dans un 45 mètres carrés, donc j'habite en campagne. Et pour vous punir, du coup, ils ne vous donnent pas d'accès à 3G, ils ne vous donnent pas accès à l'ADSL en général en campagne. Et pour charger finalement les scènes commencent à être grosses, ça peut faire 70-100 mégas. Et quand vous voulez la recharger plusieurs fois, ça me gonflait, donc j'ai créé un support du mode offline pour serialiser ça dans une base de données qui est standard en HTML5 qui s'appelle IndexDB. Et pour pouvoir faire du chargement aussi incrémental de genre de trucs, parce que sur HTML5, le support de l'offline, c'est tout ou rien dans les spécifications. C'est-à-dire que vous allez faire un manifeste qui dit mon site web, je veux synchroniser une partie sur mon client. Donc là, vous pouvez dire du coup, je peux insérer les modèles 3D, etc. Mais si jamais vous faites une modification, le support de l'offline HTML5, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que vous avez juste modifié un petit CSS, et faut tout rebalancer la sauce sur le client, quoi. Donc ça ne me plaisait pas beaucoup. Donc je me suis dit, imaginons un jeu que je télécharge depuis le web, ce serait pas mal de pouvoir charger le premier niveau, le deuxième, le troisième de manière séparée. Si je veux juste mettre à jour le deuxième niveau, pas redescendre tout le jeu. Parce que sinon, des gens comme moi, j'ai tendance à râler avec mes 2 mégas, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai créé ce mode offline, qu'on l'a mis dans le moteur. Et là, on a des éditeurs de jeux qui nous ont demandé de mettre ça en disant si je veux faire un GTA-like finalement dans un jeu, si jamais je suis obligé de télécharger toute la scène d'un seul coup, ça ne va pas le faire. Parce que imaginons que vous commencez dans une pièce, la caméra elle calcule ce qu'elle voit dans la pièce, elle charge les différentes géométries qui vont bien. Et c'est au moment où vous allez sortir finalement, où la caméra va voir des nouvelles choses, que là on peut charger éventuellement de manière incrémentale des objets. Donc ça, c'est des éditeurs de jeux qui nous ont demandé de faire ça. Et du coup, alors ça c'est la magie de David, il travaille avec des octries, je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais il arrive à le faire. Alors la première utilisation qu'on peut faire de notre moteur 3D, c'est avec Blender. Alors je suis très très mauvais en Blender, annonce. Qui connaît Blender? Voilà. Et vous vous sentez plutôt bien dans Blender ou tu ne veux pas venir non. Alors la première étape, ça va être de faire un sol ici. Hop. Hop. Je vais le réduire un petit peu parce que c'est un sol. Toc.
Voilà. Ensuite, je vais positionner certaines propriétés dessus. Donc les propriétés, est-ce qu'il y en a ici déjà? Non. On a mis des custom properties avec notre moteur. Il faut juste que je les retrouve. Les voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Donc je peux dire que j'active les collisions justement, ici. Je peux faire du flat shading. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je peux émettre des ombres, ce genre de trucs. Je vais faire check collision, parce que l'idée, ça va être de se balader sur le sol, ce sera notre aire de jeu. Et donc si vous n'activez pas les collisions, c'est con, mais vous passez à travers le sol. Donc il faut juste lui dire. Récemment, on a inclus un moteur physique. Alors, un moteur physique, c'est pareil, c'est une science à part. C'est arrivé avec Half-Life 2, pour ceux qui ont connu la révolution des moteurs physiques. Et il y a eu plusieurs portages d'un moteur qui s'appelle Bullet. Et nous, on n'a pas voulu faire des portages automatiques à partir de C. On a pris un moteur qui s'appelle CanonJS et on l'a mélangé à notre moteur. Et du coup, on a la possibilité d'utiliser ce que fait Blender. Donc de faire ce qu'on appelle des... Je vais m'en sortir. Voilà. De gérer ici des bodies. Je vais mettre une box. Et je vais lui mettre une masse de 0. Parce que si je lui mets une masse, pareil, il va tomber. Donc 0, chez Blender, apparemment, c'est 0,01. Donc on a découvert ça, donc on considère que chez nous, c'est 0. Et en fait, vous allez faire du coup, pour pouvoir faire les tests de moteur physique, en général, ça coûte extrêmement cher. Si vous imaginez, je ne sais pas moi, une voiture extrêmement avec plein de géométrie, si vous allez vous amuser au niveau physique de tester chacun des triangles de la bagnole, ça va tuer votre processeur. Donc on essaye de faire du coup souvent des boîtes englobantes. C'est-à-dire qu'autour d'une voiture, la version la plus simple du test physique, savoir si vous touchez un mur ou un autre truc, vous allez faire un parallélépipède autour de la bagnole. Et puis potentiellement, si vous êtes au-dessus du coffre, même si on ne touche pas encore le truc, on considère que vous le touchez. C'était pareil dans les jeux 2D, c'est-à-dire que quand je faisais des tests de collision sur un jeu de plateforme, mon petit personnage il bougeait. En fait, on faisait une boîte autour du jeu du personnage. Le test le plus simple, c'est un cercle. Et du coup, potentiellement, moi, mon fils, la première fois que je faisais tester mon jeu de plateforme, il gueulait en disant il me reste au moins 3 pixels avant de mourir, ton jeu il est bugué, etc. Parce qu'en fait, notre petite boîte pour tester les collisions, elle n'était pas assez précise. Donc là, on commence par un truc super simple qui est, vous voyez, je lui dis prends une boîte qui va représenter, ça tombe bien, c'en est une aussi, pour faire les tests de collision. Je ne sais pas, je suis dans le timing, j'explose le timing ou je saoule tout le monde, je ne sais pas. Non, ça se passe bien. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais l'appeler, je vais lui donner un petit nom. On va l'appeler Ground. On est dans une boîte américaine, on nous force à parler anglais toute la journée. Hop, Ground. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir rajouter un nouveau mesh. Donc vous avez compris que mesh, c'est un objet 3D. Hop, je vais le déplacer. Je vais le mettre ici. Je vais le tourner légèrement. Toc. Et je vais y remettre des propriétés dessus. Donc une des propriétés, ça va être les collisions. Et je vais mettre aussi des propriétés physiques dessus. Rigid body, que c'est une boîte. Toc. Et puis c'est à peu près tout. Il me reste à mettre quoi? Une source de lumière, sinon on ne va pas voir grand chose. Donc une lampe de type... Il a une masse par défaut déjà de 1. Je vais mettre une hémisphérique light. Ça me plaît bien ça. Je vais la mettre là-haut. Et on a atteint à peu près mes capacités de modélisation 3D. Donc en fait, une fois que vous avez fait votre scène, donc vous bossez avec un vrai designer, il fait ça là-dedans, et lui il va pouvoir exporter sa scène pour vous le charger dans votre moteur. Donc on a fait un petit plugin en Python pour l'exporter. Hop. Et là vous avez notre format de fichier qui s'appelle .babylon. Donc je vais le mettre sur le bureau comme un gros goret. Je vais l'appeler 42. Voilà. Et normalement, j'ai un format de fichier ici qui est en fait du JSON qui correspond à ce que je viens de vous expliquer. Donc ensuite, ce qu'on s'est aperçu, c'est que vous allez voir, c'est extrêmement simple de charger dans notre moteur. Mais alors, quand vous vous lancerez dans un projet open source, qui contribue à un projet open source aujourd'hui? Une personne. C'est chiant. Les utilisateurs, ils ont le code source sous la main, ils ont tout, on leur donne tout. Et bien, ils sont encore plus relous que quand ils n'ont pas accès à l'information.
Alors que nous, ils nous disent comment ça marche le moteur, etc. Bah, je sais pas, tu as le code source. Ah, vas-y, explique-moi. Et puis en plus, c'est pourri la façon dont tu l'as fait. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Bah, vas-y, contribue, tu peux le faire. Ouais, mais là, j'ai pas le temps, donc je préfère te laisser le faire. Donc vous prenez sur vous en disant putain, je vais péter sa tronche. Et vous le faites pas. Donc en fait, on a des gros soucis, c'est que malgré les 10 lignes de code pour charger un projet, mais ils disent j'arrive pas à comprendre comment on charge un projet. Moi, je suis pas très développeur, tout ça. Donc on a créé une sandbox. On s'est dit là s'il n'y arrive pas, on ne peut plus rien pour lui. L'idée, c'est qu'il passe par Blender, il l'exporte, il a un fichier, vous voyez, et il drag and drop le truc dans l'interface. Donc on a utilisé les API de drag and drop de HTML5, la possibilité de lire des fichiers avec HTML5, vous pouvez le faire. Et donc normalement, si je prends mon fichier ici, 42, hop, je drag and drop, et boum, ça fonctionne. Donc là, vous voyez, on ne peut pas faire plus simple, je pense. Et là, vous allez vous dire, bon, tout ça, c'est ouais, mais ça casse pas à trois pattes à un canard en termes. Alors, je peux aller beaucoup plus loin. Je peux rajouter Suzanne à n'importe quel moment. Si vous êtes coincé en soirée, vous voyez que vous impressionnez plus beaucoup la personne en face, hein, il y a toujours la solution Suzanne. Hein. Vous mettez Suzanne, vous exportez l'ensemble. Donc, du coup, je l'ai appelé 42. Drag and drop, et Suzanne apparaît. J'ai pas mis la physique sur Suzanne. Et ensuite, bah, vous pouvez en mettre plusieurs Suzanne, changer les couleurs, mais ensuite, bah, moi, je suis vite limité. Donc là, j'appelle un designer qui a ses outils de Bourges. Alors, je vais vous présenter laquelle. Le train. Le lapin. Ah, du coup, je suis perturbé. Non, je vais prendre celle-là. Vous faites CTRL A, drag and drop. Et donc, finalement, il a fait à peu près la même chose que moi, mais ils sont super chiants, les designers. Et donc, mais il faut s'en acheter un à un moment donné parce que, ouais, vous voyez, ça vous impressionne plus que ma tête de Suzanne. Alors, je vous parlais du moteur de collision. Pourquoi c'est important? Parce que là, on a l'impression d'avoir un FPS, c'est-à-dire que je ne peux pas passer à travers le mur. Ça peut paraître con, mais il faut le faire. David, à chaque fois, tiens, est-ce que je fasse cette démonstration? Donc, même s'il n'est pas là, je vais vous le faire. Les escaliers, apparemment, il a galéré. Je ne sais pas trop pourquoi. Moi, je ne vois pas en quoi c'est compliqué. Mais... Voilà. On a le support du touch, je vous montrais tout à l'heure. Et on a un petit compteur de performance, parce que forcément, nous, on aime bien mesurer ça pour voir, en gros, le nombre de points à l'écran, etc., le temps de rendu d'une frame, pour pouvoir débugger un petit peu tout ça. Donc ça vous évite d'avoir le code. Alors j'en ai d'autres, des scènes, effectivement, on va les voir après. Le train. Alors vous allez sur babylonjs.com, hein, si vous ne le connaissez pas. Et celui que les gens adorent, c'est le train. On a même nos copains à IT qui font des démonstrations de virtualisation, de desktop déporté, etc. C'est des trucs un peu chiants, il faut admettre. Hein. On a plus de chance quand on fait du dev. Et en général, quand ils sortent qu'à peu près 2 heures, ils ont bien saoulé les gens sur leur infrastructure. Ils font péter le train en général. Vous voyez pourquoi ça me saoule? J'ai oublié de la charger avant. Quand j'ai 2 mégas à la maison, je ne sais pas combien vous avez. Vous n'avez peut-être pas tellement plus finalement. Si. Ouais. Puis notre serveur, j'ai oublié de préciser que c'est un projet perso. Alors, je travaille chez Microsoft, mais c'est en forfait soir et week-end en gros. Pareil, ma femme aime moins bien ce concept-là. Et du coup, on l'a hébergé sur un serveur perso aussi. Pas Azure, non, pas Azure. D'ailleurs, je crois qu'il est chez Free, c'est marrant. Donc là, il a chargé la géométrie. Ensuite, il va streamer les textures. Alors pareil, les textures, en général, le designer, quand vous bossez avec lui, il se fait plaisir. Parce que imaginons que lui, il sort d'un projet type Xbox One, PlayStation 4. Il t'a chargé les textures en HD et tout. Et puis, ça met 2 heures à charger. Donc je dis non, on est sur le web, calme-toi bonhomme. Et on obtient ça, qui est la scène du train. Alors c'est une scène qui a été faite pour Disney à l'origine, pour une vraie raison business, c'est qu'ils s'apercevaient qu'une attraction coûte extrêmement cher à arrêter. Pour pouvoir former les gens à l'attraction, le personnel qui s'occupe de faire venir les gens dans tel chemin, si jamais il y a un problème de sécurité, etc. Ils ont commandé une modélisation de la scène pour pouvoir faire de la formation. Donc j'ai plusieurs types de caméras. C'est-à-dire que je peux aller par exemple sur le truc de contrôle qui est ici. Et en fait, ce qu'il disait aux gens, en disant, bah voilà, si jamais il y a quelqu'un qui est en train d'être déchiqueté par le train, appuyez sur ce bouton-là. Sinon, quand ils vont arriver par ici.
Et donc voilà le chemin idéal pour gérer les gens, pour pas qu'ils se battent avant l'attraction. Et forcément, nous, on a eu envie de faire une connerie, c'était de mettre la caméra dans le train pour suivre ça. Et ça, on a déjà eu des gens, pendant une demi-heure, ils étaient cochés comme ça. Regardez le train bouger. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a des effets de particules. Hein. Vous voyez, la fumée, ça s'appelle des effets de particules. On a la gestion du reflet. Ouais, ça fout un peu la jarre au bout d'un moment. Ouais, on peut passer une demi-heure, ouais. Et on est en train en plus de travailler, je vous en parlerai, sur l'intégration du casque Oculus. C'est un coup à vomir à tous les coups, ça. Ouais. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, finalement, je ne vous ai pas montré de ligne de code pour manipuler notre moteur. Parce qu'au début, on était obligé, au fur et à mesure, en fonction des demandes des gens, on a amélioré le moteur et les outils. Il y a un truc qui est fortement demandé, c'est le touch. Aujourd'hui, WebGL marche bien sur le desktop, sur Mac, sur PC. Il y a un souci, c'est le mobile, commence à le supporter. Donc, il y a Android, au début, il faut souvent l'activer dans Android pour l'avoir. Sur Windows 8, notre tablette, maintenant, c'est activé par défaut. On est les derniers à l'avoir, mais on l'active par défaut. On ne l'a pas encore dans Windows Phone. Je ne sais pas si vous lisez les leaks en ce moment, mais il y a Firefox OS qui l'ont. Mais alors, je l'ai testé. Je ne sais pas si vous avez déjà testé un Firefox OS, mais ça rame à mort parce que comme ils ont un périphérique super bas de gamme en fait pour viser les marchés émergents, qui est pas con. Alors par contre, WebGL dessus, il y a des mecs de Mozilla qui étaient venus voir une fois à stand pour se foutre de notre gueule en disant ah les mecs de Microsoft et tout. Je vais te montrer. En fait, il a lancé notre moteur là et ça a redémarré son device en fait. Donc nous on avait la petite banane. Ah c'est moche. Mais globalement, aujourd'hui, sur les devices, l'implémentation n'est pas super, ça commence à arriver. Mais on s'était dit, autant supporter le tactile tout de suite, parce que le marché du jeu vidéo aujourd'hui, on en parlait au TechDesk d'ailleurs, dans les chiffres, c'est combien? Ça va être 100 milliards en 2017, je crois, le business. 60% viendra de l'écosystème mobile. Donc voilà, donc en fait, nous, à l'origine, on était PC, qu'on a commencé à jouer, voire console, les Atari 2600, bon ça, on est dans l'Antiquité. Ensuite, les consoles sont arrivées, après une grosse partie du marché, mais ce que je suis en train de voir, moi, dans les projets que je suis, c'est que c'est le mobile qui est en train de tout bouffer. Je suis un petit peu déçu parce que je trouve que le gameplay est désastreux sur mobile, quoi. Hein, quand on voit qu'on joue à faire que ça, hein, c'est super. Alors que moi, j'ai connu l'époque où si je perdais, j'avais une demi-heure de rechargement de ma cassette data avant de le faire. Je peux dire que j'étais concentré sur ma machine. Mais apparemment, il ne faut plus gérer de frustration chez les joueurs, ce que me disaient les éditeurs de jeux vidéo. Mais toujours est-il que si vous faites du jeu vidéo, il va falloir viser du mobile ou de la tablette, en plus des consoles. Donc pour gérer le tactile, il y a deux spécifications aujourd'hui qui existent. Celle qui a été créée historiquement par Apple, qui s'appelle Touch Event, qu'ensuite Google et Mozilla ont réimplémenté dans leur navigateur. Le W3C, c'est un peu le bordel. À un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient sur le point de passer la spécification de ce qu'on appelle à l'état de brouillon à l'état pseudo-final. Et normalement, vous n'avez pas le droit d'avoir des brevets logiciels dans une spécification standard, ce qui est assez logique en même temps. Et au moment de passer finalement la version finale, on fait ce qu'on appelle un appel au peuple, un last call. Et ils ont dit, est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on passe à l'étape suivante? Et puis au dernier moment, il y a Apple qui fait, ah j'ai oublié de vous tirer un truc super con. Il y a des brevets à moi là-dedans. Et si par malheur vous passez ça en prod, vous allez me devoir beaucoup d'argent. Et nous, on arrivait juste derrière, on s'est dit, tiens, maintenant Apple, ils ont plus de thunes que nous. C'est peut-être pas une bonne idée d'avoir un procès d'Apple. Donc on a créé une autre spécification qui s'appelle Pointer Event. Donc les gens nous ont dit, du coup, vous faites encore un truc différent que des autres, c'est vrai. C'est en train d'être adopté de manière par Google et par Mozilla, on travaille avec eux. Le problème, c'est que la spécification, même Google nous dit qu'elle est bien, mais ça marche que dans IE 10 et IE 11. Et je ne sais pas si vous avez suivi les parts de marché, on en a parlé tout à l'heure des chiffres, mais globalement, on n'est plus à 90% quand même. Donc, pour pouvoir que ça fonctionne partout, avec David, on a écrit ce qu'on appelle un polyfill. Je ne sais pas si vous connaissez le concept du polyfill. C'est quand il y a un truc qui n'est pas encore supporté par un navigateur, vous écrivez une librairie JavaScript qui va s'occuper de trouver une parade pour le faire supporter par un autre navigateur. Et dans notre cas, en fait, on transmet les events de type WebKit de l'autre côté. Tout ça pour dire que du coup, j'ai le support du touch partout. Donc, je vais revenir, je sais pas, dans une autre démo, celle-là par exemple. On a refait un jeu qu'on avait fait en DirectX à l'origine. Je peux me balader comme ça, vous voyez, zoomer. Hein? Le fish eye. Ouais. Je sais pas trop. Non, j'ai pas trop l'impression. Oh là, ça va. Ouais. Je sais pas trop ce que oui.
Non, je n'irai pas jusqu'à dire que t'es chiant, hein. Et là, on a le support, vous voyez, vous pouvez faire du terraforming. Alors ça, c'est des shaders qu'il faut écrire soi-même. Et donc, si je regarde, forcément, ça ne tourne pas que chez nous. Ah, c'est pas de ma faute, hein. Mais c'est parce que l'autre, il tourne derrière aussi, peut-être qu'il est en train de lui bouffer son... Voilà, c'est mieux. Et donc, on a le même support que je vous ai montré tout à l'heure, là. Donc ça, pour voir le touch partout, on a utilisé une librairie pour le faire et s'amuser à faire ça. Donc pareil, on essaye de vous simplifier la vie pour éviter que vous ayez à le gérer. Notre librairie, elle est open source aussi. Elle est sur Codeplex cette fois-ci, c'est une plateforme de partage de code source de Microsoft. Alors, il y a deux trucs. Un petit Tetris en 3D et le labyrinthe de l'amour. Ah ouais. Vous allez voir qu'on est aussi, on est des fois un petit peu atteint chez Microsoft. Codeplex, c'est public, ouais. Avant, on partageait notre code source sur Codeplex. Pour des raisons de licence, en fait, principalement, c'est que Microsoft, on a changé. On est de plus en plus sur l'open source, mais avant que les gens chez la maison mère comprennent les licences, MIT, Apache, ils avaient un peu les boules. Donc, entre-temps, ils ont créé OpenTech, une entité juridique séparée. Et de plus en plus, on travaille plutôt sur Git maintenant, GitHub. Parce que du coup, on sait que les gens ont plutôt l'habitude là-dessus. Parce qu'inversement, on a créé des licences Microsoft Public License qui sont vraiment très propres, mais par défaut, les gens ils disent c'est une licence Microsoft, il y a forcément un piège. Ouais. Donc, on va plutôt aller sur GitHub. Mais ce truc Codeplex, on l'a mis dessus. Enfin, vous pouvez l'utiliser ou ne pas l'utiliser d'ailleurs si vous pensez qu'il y a un problème. Alors, le jeu Tetris, c'est un jeu que David a fait, donc on pourra partager le code source. Vous allez me dire ce que vous en pensez, hein. Vous allez être honnête. Alors, avant de montrer le jeu, j'ai oublié de vous montrer comment charger une scène quand même, en code. Oui, ça c'est con, mais j'ai oublié de vous le montrer. Ensuite, je vais vous montrer les deux jeux qu'on a créés. Et on est en train de bosser sur des gros jeux, mais j'ai pas le droit de vous les montrer aujourd'hui. Donc, bon vieux teasing de merde. On dira rien, ouais, bien sûr. T'as qu'à croire. Ouais. Donc pour charger une scène, c'est extrêmement simple. L'équivalent du drag and drop que j'ai fait tout à l'heure, vous lui dites charge-moi une scène avec l'URL vers la scène, le format .babylon. Vous lui donnez l'engine que vous avez créé avant. C'est asynchrone forcément, hein, le temps de charger tout ça. Donc il vous rappelle sur une fonction de callback qui est ici. Il y a potentiellement des shaders à compiler, etc. Donc une fois qu'il a fini les shaders, vous êtes rappelé vraiment sur ce code-là. Cette ligne de code a dit je veux prendre le contrôle de la caméra en clavier souris. Il y a d'autres types d'interactions caméra. Vous en avez vu, il y en a une de type touch. Je peux me parler de touch. On en a fait une aussi de type device orientation, c'est-à-dire qu'on a accès au capteur accéléromètre maintenant en JavaScript. Donc on peut se balader dedans avec le capteur, avec une caméra. Donc pareil, ça on vous le fournit. Et il faut que j'en crée une dernière qu'on avait créée, tu sais, avec notre projet mort qui était au-dessus de Babylon, là. Mega Crusher, ouais, je vais vous montrer après un autre type de caméra que je vais faire bientôt. Et ensuite, vous avez votre boucle de rendu, et c'est là finalement que votre logique de jeu, elle est ici. Donc dans mon cas, elle est extrêmement simple. Ma boucle de jeu, c'est qu'elle va récupérer l'ensemble des mèches qui sont affichées actuellement à l'écran. Et si jamais il y a le nom Suzanne dedans, je la fais tourner sur elle-même. Voilà, c'est super impressionnant. Il faut commencer, il faut y aller mollo. Hein. Donc ça donne ça. Et j'ai rajouté un petit effet où ils montent sur eux-mêmes. Donc vous voyez, en quelques lignes de code, vous faites des trucs qui ne servent à rien. Donc moi, j'y ai... Et donc voilà, donc qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui. Alors du coup, Omega Crusher. Alors je vais faire un coup de pub honteux pour mon blog du coup, qui ressemble à rien, mais moi j'aime bien. Sabre laser en général. Donc tout ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le moteur 3D d'ailleurs, vous soyez développeur, alors moi je l'ai fait en C#, JavaScript ou TypeScript. Vous avez tout le code source qui est là pour apprendre à faire le moteur de zéro. Donc si vous voulez voir le code source, il faut suivre 6 tutoriaux pour vous montrer au début la tête de Suzanne en 3D. Où est-ce que je parlais de notre truc, Pierre, d'ailleurs? Ah, c'est celui-là. Donc on avait créé ça avec Pierre, et puis en fait, il est un peu morné, vous allez voir, mais il était sympa pourtant. C'est un framework pour simplifier encore l'usage de Babylon, mais on s'est aperçu que Babylon était suffisamment simple pour la plupart des gens.
Ça ne sert à rien de simplifier d'autant encore le moteur. Mais on a créé des trucs dedans qui sont cool. Donc là, par exemple, quand je mets mon doigt ici, je peux piloter ce truc-là, gauche-droite, vous voyez. Et celui-là dans ce sens-là. Donc ça, c'était pour contrôler les objets. Et j'ai fait une caméra, ça je vais la reprendre dans le moteur de Babylon. Où là, ce coup-ci, c'est pour, quand j'ai un écran tactile, je peux avoir l'équivalent d'un double joystick comme une manette Xbox ou PlayStation, de manière virtuelle. Alors il y a tout un débat en termes de gameplay, est-ce qu'il faut faire des joysticks virtuels ou pas? Mais ça, du coup, l'idée, c'est de vous le donner dans le moteur, et vous faites une ligne de code, je veux une caméra contrôlée par un double joystick, et ça fonctionne. Et je vous expliquais tout à l'heure le coup du singe. Quand j'écris le code, je me mets à la place de ce singe-là. Le nombre de fois où ça vous galère de réécrire le code, même si c'est pas très compliqué, vous avez passé une journée à réécrire un truc, donc là, on veut le shipper dans le moteur directement. Donc ça, on avait fait ça avec Pierre, on était content. On avait fait un jeu. Oui, tu veux que je montre le jeu, du coup? Ah oui, c'est lui qui a fait le jeu. C'est gamefx.babylonjs.com. Il est sur GitHub aussi, ouais. Et en fait, on voulait refaire un shoot 'em up, parce que nous, on aimait bien ça quand on était jeunes. Il n'y a plus beaucoup de shoot 'em up aujourd'hui. Hein. Donc voilà, donc il y a le petit vaisseau qui est là. Je peux contrôler clavier souris. Je peux tirer, là. Et sauf que je ne vais pas arriver jusqu'au bout. Ah si. Alors là, il y a un truc, c'était quoi? C'était X pour tirer, c'est ça? Non, c'est X pour tirer un missile, je crois. Tirer un missile. Alors Pierre, il avait fait un truc énorme. Vous voyez, là, je vais prendre un bonus. Je me souviens, il se pissait dessus au bureau quand il avait fait ça. Je vais tirer un missile, attention. Et là, je rentre dans la tête du missile. C'est magnifique. Ouais. Et sauf qu'il y a un gros bug, c'est si jamais vous ne touchez pas la cible, vous allez dans l'infini au-delà parce qu'il avait oublié de se... Mais vous le dites à personne, hein, ça ne sort pas d'ici. Vous voulez tester le bug? Ah, ils sont joueurs. Vous n'êtes pas sympa pour lui. Hein. Alors on teste le bug, donc il faut que j'arrive à éviter un truc. Donc je vais mettre entre les deux par exemple. Vous êtes capable de louper? Ah non, rien. Bon, je vais d'abord détruire des méchants. Ah, il faut que je vous montre le boss de fin de niveau aussi. Voilà, donc je détruis quelques missiles, voilà. Et là... Ah bah, regarde déjà, ça a déjà bugué avant en fait. Hein. Bon, on s'en fout un petit peu en fait. Hein. On va voir le boss de fin de niveau. Voilà. Et le voilà. Il est beau, non? D'ailleurs, je vais prendre le bonus. Ah non, ça... Il est pas content. Ah, il est gros, donc... Oui, il a pas... Oui, on n'avait pas fini le jeu, hein, donc... Si vous avez le code source à nouveau, si vous voulez finir... Et voilà, game over. Alors j'ai oublié de vous parler quand même d'un truc pour créer des jeux sur notre plateforme éventuellement, parce qu'on supporte OpenGL sur notre store. Et souvent pour les étudiants, c'est gratuit de se créer le compte sur le store. Donc je vais aller vous montrer un projet. Je vais vous montrer comment créer une application pour le store en presque 1 minute. Je suis à peu près dans le timing, il me reste 20 minutes je crois. Donc là, c'est les lignes de code minimum pour charger une scène. Vous avez 10 lignes de code et ça charge une scène. Et si je l'exécute dans le navigateur, j'ai la scène que je vous ai montrée tout à l'heure du musée. Il faut savoir quand même que c'est impressionnant, mais Michel, notre designer, il a mis 2 mois à faire ça. Voilà, donc ça calme bien. Alors soit il est mauvais, soit c'est vraiment dur. Ah, il est mauvais, ouais. Je vais vous l'envoyer, il est quand même costaud. Hein. Une fois que j'ai le projet web, comment faire un jeu pour le store? Parce que pour le monétiser, ce genre de choses. Donc, on a la possibilité de créer des applications dans le Windows Store. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on a un store que je ne peux pas ouvrir parce que je n'ai pas cette résolution. Mais si j'ai au moins 1300, je peux ouvrir un store. C'est vrai que c'est con de ne pas pouvoir ouvrir les applications. Enfin, bon, peu importe.
peux augmenter parce qu'il ne capte pas là. Tu peux augmenter ta résolution. Ah, je peux augmenter ma résolution. Ouais. Il faut au moins 1366 par 768. Pour ouvrir les applications qui s'appellent Métro chez nous, qu'on n'a plus le droit d'appeler Métro. Alors, je ne sais pas qui a eu l'idée de faire ça, mais voilà. Donc là, il y a une partie jeu, bien sûr, et bah, on n'est pas différent des autres, on a les mêmes merdes que les autres. Mais comme toutes les autres plateformes, il faut savoir qu'à peu près sur les plateformes type App Store, Play Store, Windows Store, etc., à peu près 60 à 70% du revenu est généré par les jeux vidéo. Donc, et c'est pas facile de capter le truc, parce que quand vous allez arriver avec le énième clone de machin, vous n'allez pas comprendre, je comprends pas, j'ai fait Candy Crush 2, le retour, personne ne me télécharge. Il faut être le premier en fait. Donc pour pouvoir faire un jeu dans le store, vous avez trois façons. Soit vous développez en C++, soit en C#, soit en HTML5 JavaScript. Et du coup, avant, on pouvait faire que de la 2D, puisque du coup, même si Motor.js, il envoyait, on ne pouvait pas faire la 3D, ben maintenant, pour faire le même type de projet de jeu, ou de l'Unity, ouais, vous pouvez faire de l'Unity, je ne sais pas si vous connaissez Unity, qui est un moteur de jeu cross-platform qui est juste magique. Si on a du temps, je pourrais vous faire des démos si vous intéresse après. Donc là, je vais créer un projet vide pour viser le Windows Store. Et je vais prendre le projet que je vous ai montré tout à l'heure, là, qui est celui-là. Je vais récupérer les fichiers. Je vais prendre le travail de mon designer préféré, qui est soi-disant pas bon, les scripts du moteur et le fichier indexed. Je vais faire drag and drop dans mon fichier, mon application toute neuve, là. Voilà. Et par défaut, une application du Windows Store commence par default.html. Donc moi, je veux pas, je veux que ça commence sur index.html. Donc j'ai fait aucune modification de ligne de code entre la version web et la version Windows Store. Et j'ai exactement le même résultat, puisqu'en fait, ce qui exécute les applications dans le Windows Store, c'est le même moteur de rendu JavaScript dont on se sert dans notre navigateur. Donc une fois que ça marche dans IE, en gros, ça marche là-dedans. Ce qui reste à faire, c'est que vous avez vu, il n'y a pas de splash screen, il n'y a pas de loading screen. Enfin, ce n'est pas une application que vous allez vous faire un max d'argent avec. Donc il faut tenir en compte certaines spécificités de notre store. Donc elle est là, l'application, je l'ai mis dans le store. Et quand je la lance, vous voyez, j'ai un splash screen, j'ai un petit loading screen. J'obtiens le même résultat. Et j'ai rajouté des supports de différents types d'interactions. Donc le touch, c'est-à-dire qu'au lieu d'être clavier-souris, ça va suivre mon doigt pour se déplacer dans la scène, par exemple. J'ai la possibilité de brancher un contrôleur Xbox. Alors ça, j'ai demandé à mon gamin de m'aider. Il joue à Call of Duty comme un gros goret, donc de me caler le gameplay là-dessus, donc il l'a géré. D'avoir le support d'effets de type post-process, ce genre de choses, d'activer l'anti-aliasing. Anti-aliasing, bon, on ne voit pas des masses de différence. Hein. Je vais mettre par exemple plus gros anti-aliasing. Je ne sais pas si vous avez vu une différence, mais... L'anisotropique, mais il n'est pas activé là-dessus. Sur cette scène, je n'ai pas activé. Il est activé sur d'autres scènes, je peux vous le montrer sur d'autres scènes. Mais... Il y en a qui sortent les mots magiques. Vous parlez de... Ah, bah j'ai un bug dans mon moteur. Ah, ouais, voilà. Bon. Ça plante. C'est l'avantage de la live démo. Mais normalement, c'est censé marcher. Donc, mes jeux. Les écrans bleus, ça fait longtemps que c'est fini chez nous. Hein. Faut se mettre à la page un petit peu. Hein. Ah ouais, on a créé des expressions. Alors le jeu de mon pote David. Je vous demande d'être indulgent. Il n'est pas game designer ou graphiste. Et il était plutôt content de son jeu. Alors voilà. Donc c'est une aire de jeu. Le but du jeu, c'est qu'il y a des pièces qui vont tomber du ciel à la Tetris. Et c'est de la réussir à en mettre le plus possible. J'ai pas vraiment compris le concept du jeu. De mettre le plus possible sur la scène de jeu sans qu'il tombe. S'il y en a trop qui tombent, vous perdez, sachant qu'il active les effets physiques sur chacune des pièces. Donc c'est parti. Donc là, je peux bouger la pièce sur l'aire de jeu. Et dès qu'elle est plus transparente, elle est effective dans l'ensemble du truc. Donc là, pour l'instant, vous ne captez rien de ce qui se passe. Donc je vais laisser les pièces tomber. Vous allez voir quand elles tombent dessus. Vas-y, tombe. Voilà. Ça se casse un peu la gueule pour l'instant. Et quand elles sont mélangées, ça va les pousser d'un seul coup. Voilà.
Et là, il y a une pièce qui va peut-être tomber. Non, j'ai pas encore perdu. Donc, bref, c'est une démo technologique qu'il a fait pour vous montrer comment coder tout ça. Et bon, le jeu, je suis pas sûr qu'on va se faire un max de thunes avec, mais l'idée, c'est de vous montrer ça. On a fait des démos un peu plus... Oh, oh, ça va péter, hein. Ah, elle va bien tomber, la pièce. Elle est perdue. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de lignes de code, mais on voit quand même le concept de plusieurs mèches, de textures, d'éclairage. On a ce qu'on appelle une skybox. C'est un cube, en fait, où on mappe tout ça. Et l'effet physique du moteur physique. On a travaillé avec un partenaire. On peut pas uniquement faire que du jeu vidéo avec ça. On a un partenaire qui a fait un truc super cool. Moi, j'aime bien. En ce moment, c'est objet connecté. Je pense que là, vous êtes la génération où vous avez bouffé l'objet connecté dans tous les sens. Donc, ils ont créé un petit capteur GPS. Et donc, les gens vont faire des courses en montagne ou en deltaplane. C'est des courses type Red Bull, ce genre de choses. Et on récupère la position des gens en temps réel ou après coup. Et l'idée, c'est de pouvoir rejouer la course après. Par défaut, ils le faisaient sur une carte en 2D. Et puis, quand ils ont vu qu'on avait fait un moteur, ils se sont rapprochés de nous. Ils ont pris des données open data de la NASA, qui donnent les extrusions finalement 3D sur la planète. Ils ont pris un serveur de tuiles, soit Bing Maps, soit Google Maps, pour voir les tuiles finalement sur la Terre. Notre moteur 3D, ils ont un petit peu codé. Et ils obtiennent des résultats assez sympas, c'est qu'on peut se déplacer du coup en temps réel sur un environnement 3D, qui est à partir de données publiques finalement. Et on peut rejouer des courses, comme ça. Donc on voit par exemple que là, ils ont commencé à monter la petite montagne, que là, ils ont dû être très très fatigués là-haut. Et on voit qu'il y a une qualité graphique quand même sympa, ça tourne en temps réel et ils vont charger les tuiles comme ça depuis le web. Alors la première fois qu'ils chargent, il y a des niveaux de détail, hein, comme sur les cartes de thé, on ne va pas charger les tuiles qui correspondent forcément là où on est. C'est-à-dire qu'on s'approche de la montagne, je peux vous voyez des textures qui commencent à apparaître d'un seul coup. Donc eux, ils ont travaillé là-dessus, ils ont mis ça en prod et ils sont assez contents. Et ils nous disaient, il y a 2 ans, on avait pas les mêmes perfs, on avait les mêmes perfs dans un truc natif, quoi. Donc aujourd'hui, on a ça dans le navigateur, c'est cool. Et mon labyrinthe de l'amour, pour finir. Alors, en fait, le souci, c'est que vous avez quand même des filles, vous avez de la chance. Hein. Mais je suis content, ça dépend. Moi, je trouve que vous avez quand même des jolies filles, globalement, vous en sortez bien. Mais nous, les geeks, on a quand même des soucis pour draguer, globalement. Hein. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a créé plein de technologies pour le faire. On a créé le Minitel. À l'origine, c'est des geeks qui ont créé le Minitel. Les réseaux sociaux, Mythique, tout ça, c'est des devs qui sont derrière. Sauf que ça vous permet de vous rapprocher finalement d'une personne, mais ça rend difficile la phase de drague. Alors du coup, j'ai voulu créer le labyrinthe de l'amour. Alors, il ne faut pas montrer l'interface de démarrage, mais je me suis dit, je vais créer un labyrinthe de manière procédurale. Donc, je sais pas, quelle est la fille que tu souhaites draguer, par exemple? Je ne sais pas, si tu sais forcément. Suzanne. Suzanne. Donc je tape Suzanne. Et je vais créer le labyrinthe de l'amour pour Suzanne. Donc voilà. Et là, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec Suzanne, normalement? Mais en fait, si vous passez en vue 3D... Il faut le flasher. Si vous flashez avec votre smartphone le QR code, là, scannez-le. Ah, Windows Phone, il y en a pour 2 secondes pour le faire. Alors, qu'est-ce qui est écrit normalement? Et voilà. Et vous pouvez faire votre déclaration d'amour. Alors, ce que j'avais dit ensuite, c'est que souvent, l'histoire d'amour, elle dure pas très longtemps. Et donc, pour pouvoir se défouler après coup, ce que je me suis dit, c'est que je vais prendre tous les cubes qui sont isolés, là, ceux qui sont tout seuls, qui n'ont pas d'amis, et je vais pouvoir leur taper dessus. Alors, ça dépend de la qualité de votre téléphone, hein, je suis désolé. Mais normalement, ça marche. Vos premiers rangs, ça a fonctionné? Ah ouais, ça marche. Ça va marcher? C'est quoi ton téléphone? Ah merde. Et donc ensuite, j'ai activé les effets physiques sur les petits cubes solitaires, là, pour m'amuser à défoncer le QR code de ma chérie si elle m'a quitté. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a 30% de redondance d'informations. C'est-à-dire que si je reviens en vue extérieure, après avoir cassé un peu le labyrinthe, on peut toujours le flasher. Donc bon, ça sert à rien, mais je me suis bien marré à faire ça. Et j'ai fait un tutoriel pour vous expliquer les différentes étapes pour le faire. Donc là, en fait, on crée de pas mal de démos technologies, de tutoriaux. On a des studios de jeux qui commencent à le faire. Il y a une conférence de jeux vidéo qui est gratuite
le 13 mars. Alors, je ne sais pas si vous avez cours, comment ça se passe. Alors, je sais pas, je connais pas le concept de l'école apparemment. Donc. Le 13 mars, dans les locaux de Microsoft, à ici Domino, avec Samsung, il y a Tristan Nitto de Mozilla qui va venir présenter ce qu'ils font autour de ASMJS, etc. Samsung, ils vont montrer WebCL, c'est la tentative d'aller un peu plus loin sur l'accès au GPU depuis JavaScript aussi. On va voir des entreprises qui vont présenter un moteur C++ et comment ils arrivent à partir du moteur C++ générer la version JavaScript, à nouveau avec ASMJS et ECMAScriptum, j'arrive jamais à le dire. À la fin, on a une table ronde où j'ai invité Ubisoft pour qu'on discute un peu de l'avenir du jeu vidéo sur le web. Donc c'est gratuit, on vous fournit la bouffe le midi. Ouais. Au début, ils voulaient mettre des petits fours, le petit truc un petit peu pro de pro, parce qu'on reçoit beaucoup de gens en pro de pro chez Microsoft. Je fais non, on va avoir des devs. Donc ils ont changé pizza donuts. Donc c'est ce qu'on aura le midi. N'hésitez pas à vous inscrire. On a un site web que tout le monde nous dit qui est pourri. Ouais. Et vous avez un bouton register, vous allez sur Eventbrite pour vous inscrire gratuitement. Et on a mis un petit robot pour la session pour vous expliquer comment le planning qu'il y a dessus. Et donc c'est Microsoft et Samsung qui payent quand même les infrastructures, la bouffe et les gens qui viennent. Et c'est gratuit pour vous, quoi. Donc c'est un diffuseur de slides qu'on avait fait. Et donc on voit le planning du truc. Donc là on vous présentera, en gros si vous venez, je pense qu'il y a de fortes chances que vous voyez à peu près la même session Babylone. On présentera peut-être ce qu'on a fait sur le casque Oculus ou les nouveautés sur lesquelles on aura mis dans le moteur. Et ensuite il y aura Mozilla, il y aura le repas. Il y a une scène qu'on va sortir spécialement pour ce truc-là que j'avais sur ma machine, je sais pas si vous avez vu, mais qui est en train d'être finalisée. Voir comment justement passer de la version, on va dire, console de Bourges vers un petit téléphone pour le faire tourner. On aura Samsung qui va présenter WebCL et les travaux qu'ils font, FreeJS, Minco, puis à la fin on aura Mozilla, Samsung, Ubisoft pour parler de tout ça. Donc n'hésitez pas à venir. Et je crois que j'ai terminé, donc si vous avez des questions. Ouais, je t'écoute. Alors, aujourd'hui, on considère qu'on a à peu près la puissance d'une Xbox 360 dans le navigateur, en fonction des machines. Donc oui, sur la génération, une Xbox 360, c'est quand même assez vieux. Hein, ça, je sais pas, c'est sorti en 2005. Et donc les processeurs, même les processeurs intégrés là-dedans, tu peux imaginer de le faire. Le problème, tu as ensuite les assets à charger. Sur le web, c'est pas aussi simple que d'avoir les 9 Go de la galette qui avait disponible ou plus. Mais c'est tout à fait envisageable et c'est pour ça que les éditeurs, on devrait avoir un gros jeu qui va sortir basé sur le moteur dans quelques temps et je pense qu'on répondra à cette question de manière assez rapide après. Ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, c'est justement les moteurs. À part Babylone et FreeJS, qui existent avec l'historique qu'il y a sur Directive, sur WebGL. Vont être construits. On va partir de Babylone, mais bon, c'est pas non plus un moteur industriel, mais les choses vont évoluer et des gros éditeurs de jeux vont faire sans doute leur propre moteur ou des portages pour justement facilement porter. Par exemple, il y a leur Unreal Engine qui a été porté par des gens de chez Mozilla qui tourne bien dans Firefox, les dernières versions. Donc, ce qui prouve qu'on commence à Unreal Engine, là, je crois que c'est la version 3, ça fait des sacrés trucs dans le navigateur. Le problème, c'est la chaîne de production ensuite. C'est dans un jeu vidéo, le problème, c'est pas que le moteur, c'est comment travailler avec les graphismes. Alors là, ils continuent d'utiliser 3D Studio Max, Maya, Blender, ça ne change pas. Mais ensuite, les développeurs, ils doivent coder plus du coup potentiellement en C++. La plupart des jeux sont faits en C++, mais en JavaScript potentiellement. Là, ça leur plaît un peu moins. Donc soit on génère du JavaScript depuis C++. Moi, je ne suis pas super fan du truc, mais ça tourne pas mal quand même. Soit on écrit directement en JavaScript, quoi. Et il reste un autre problème pour répondre à ta question aussi, c'est que les éditeurs de jeux, quand on les a engagés, ils nous ont dit mais ça veut dire que les gens ils font bouton droit view source et ils voient mon jeu, quoi. Et puis mes assets 3D, ils me les aspirent, etc. Je leur dis oui, mais enfin moi je vais sur n'importe quel store, je récupère le package, je décompile le truc, je vois ton jeu, j'ai les assets. Donc ils sont un peu nerveux sur le côté web aujourd'hui. Donc il faut qu'on trouve des moyens de protéger leurs assets, soit plutôt côté serveur, soit alors on parle
truc qui ne va pas vous plaire de DRM ou de crypto. Mais aujourd'hui, ouais, ça t'appartient plus, hein, ouais. Mais bon, c'est des questions de mentalité. C'est-à-dire qu'on sort d'une époque où ils loquaient tout. L'époque des cartouches où c'était dur à pirater les cartouches, etc. Maintenant, c'est du freemium, c'est de la pub et tout. Ça change quand même la façon de monétiser le jeu. Donc ça veut dire que potentiellement, si le jeu on l'avait sur un disque dur, on pourrait le lancer dans le navigateur avec votre moteur. Ah non, il faudrait le retranscrire entièrement. Un jeu aujourd'hui, il est écrit en gros sur Windows en C++ DirectX souvent. Sur les mobiles, ça va être en C++ OpenGL. Donc il faut réécrire soit le moteur, parce que les développeurs de jeux, ils ont créé leur propre moteur 3D. C'est-à-dire que nous, on a une façon de charger une scène, de charger une géométrie qui est spécifique, où ça va être un peu différent. Mais ça veut dire que potentiellement, on pourrait charger un jeu type, par exemple, un GTA 4, codé avec le bon langage, en navigateur. Ah oui, oui, oui. En fait, pour faire un GTA 4, il faut un moteur. On en est un, mais GTA n'utilise pas Babylon. Il faut des assets. A priori, tu vas pouvoir les transporter. Tu n'as pas de convertisseur qui va les transporter. Alors qu'ils soient convertis par rapport à ton moteur. Ah, ils ne migrent pas comme ça. Oui, mais il y a un souci aussi qui est démultiplié par le web, c'est que quand tu écris un jeu vidéo, soit tu vises sur console, c'est plus simple que de viser PC, puisque en gros, tu as une puissance et une machine qui est fixe, donc tu peux l'optimiser aux petits oignons sur ta PlayStation 3 ou ta Xbox. Sur le web, tu vas avoir des gens qui vont avoir une vieille carte graphique, un vieux driver moisi qui ne va pas supporter tous les trucs, enfin, le problème qu'on a de manière générale sur les PC, mais amplifié par le niveau de support dans le web. Mais imaginons que tu aies une plateforme fixe. C'est techniquement possible, mais aujourd'hui, personne ne le fait parce que pour le monétiser, comment tu monétises et ça fait partie des débats que j'aimerais bien lever à la conférence, c'est comment monétiser les trucs. Donc, nous, on a eu des idées en discutant avec Pierre sur ces trucs-là. On imaginait bien des jeux où tu peux commencer à jouer à certains niveaux dans le navigateur et avec un moteur qui ferait de la cross-compilation. Et puis ensuite, on t'incite à aller acheter le jeu sur le store complet, quoi. Ouais, comme du shareware à l'époque. Ouais. Et une autre question, j'ai vu quelqu'un qui a pris le micro. Il y a une grosse différence de performance entre Babylon.js par exemple et les moteurs qui se basent sur ASM.js, etc. Enfin, avec Gamescale. Alors, pour l'instant, de ce que j'ai vu, j'en ai pas trouvé des masses. Moi, je suis pas objectif. Et on a posé la question à quelqu'un qui est basé sur ASM.js, qui a donné la même réponse que moi en disant je suis pas objectif parce que je connais pas les possibilités de chacun des deux moteurs. Nous, on a voulu justement, en n'ayant pas la couche d'automatisation du code, de pouvoir gérer tout nous-mêmes. En fait, ce qui se passe, c'est que les moteurs de jitting JavaScript se basent sur des heuristiques et essayent de pallier aux problèmes d'objets dynamiques. Et donc, en fait, ils regardent par exemple du code ou une boucle et ils s'aperçoivent que vous êtes toujours en train de manipuler un entier ou un float. Donc, du coup, ils vont typer le code de manière directe sur la compilation. Vous allez avoir des perfs qui sont équivalentes à du C++. Et ce que fait du coup les moteurs ASM.js, c'est que c'est un subset de JavaScript pour justement éviter tous les problèmes potentiels du côté dynamique. Et du coup, le cross-compilation C++ vers ce truc-là connaît toutes les heuristiques des moteurs JavaScript, elles le font. Et nous, c'est ce qu'on a fait également, c'est qu'on sait comment le moteur JavaScript est écrit dans IE. En gros, ils ont les mêmes principes que Chrome ou Firefox, sauf que chacun va optimiser certaines parties. Il y en a un, il va être meilleur sur les flottants ou pour faire du ray tracing ou je sais pas quoi, et d'autres meilleurs sur les strings. Donc en gros, pour l'instant, de ce que j'ai vu des scènes, c'est kiff-kiff. Potentiellement, ASM.js doit pouvoir aller plus loin que nous, puisque ils ont ce subset-là magique qui pourrait aller un peu plus vite. Les benchmarks qu'ils font récemment, ils étaient à 1,5 fois certaines librairies natives. Il n'y a pas de réponse générique informatique. Et là, ils arrivent à avoir du 1.2 par rapport à des librairies C qui ont été écrits en portage automatique. Oui. Si j'ai bien compris, les créateurs de jeux vidéo, quand ils créeront leurs jeux vidéo, ils créeront leur propre moteur web en même temps. C'est bien ça ? Sauf s'ils se basent sur un qui existe comme le nôtre. Nous, notre objectif, c'est on aimerait bien que les gros éditeurs de jeux qu'on a rencontrés, ils trouvent notre moteur suffisamment costaud pour soit l'adopter tel quel, soit le forquer et l'améliorer en fonction de leurs besoins. Mais aujourd'hui, même dans le marché du jeu vidéo global, il y a très peu de moteurs qui existent. Il y en a trois, je crois. Il y en a trois grands moteurs. Il y a le
CryEngine qui est utilisé, je crois, dans Battlefield. Battlefield, c'est pas DICE Il y a Cryz. Cry, ouais, bah, bon, il y a ensuite Unreal Engine qui arrive en version 4. Il y a, comment il s'appelle celui de Battlefield? Le Frostbite. Mais en gros, il y a peu de boîtes qui sont capables d'avoir les ingénieurs et la maintenance d'un moteur pour dès qu'il y a une nouvelle. Alors ça s'est calmé les cartes graphiques quand même, mais à un moment donné, il fallait quand même supporter tous les nouveaux shaders, tous les types d'effets. Et faut vraiment que tu regardes un jour, par exemple, l'UDK, tu peux le télécharger, jouer avec. C'est la folie ce truc-là. Bon, il te faut 120 ans pour maîtriser l'usage du truc, parce que si tu n'es pas formé, tu t'en sortiras pas. Mais ils ont une chaîne de production complète. Donc en fait, tu as très peu d'entreprises qui fabriquent ces moteurs-là pour les revendre à des éditeurs de jeux vidéo. Et souvent, ils font des démos technologiques, parce que CryEngine, ils n'ont pas fait des jeux énormes, mais ils ont fait un bon moteur. L'Unreal, c'est pareil. Hein, moi, j'ai pas été un fan des Unreal ensuite, mais le moteur est super bon. Et c'est plutôt les autres qui vont l'améliorer. Ubisoft, ils font leur propre moteur aussi. Mais voilà, en gros, on a 4-5 gros moteurs qui sont licenciés aux autres. Donc, soit tu veux créer un jeu vidéo, en général, tu ne vas pas tout seul créer ton moteur de jeu de zéro, quoi. Ça, c'est beaucoup trop compliqué. Si tu vises ce qu'on appelle le triple A, je ne sais pas si vous connaissez, les jeux triple A, c'est les jeux Call of Duty, Battlefield, Assassin's Creed, etc., qui visent des budgets de plusieurs millions de dollars sur les consoles. Et toi, quand tu démarres ta petite start-up, bah, tu vas plutôt viser le mobile, avec un truc, faut faire voler un petit oiseau en tapant et tout, et des fois, tu te fais 50 000 dollars par jour. Mais, Alors, c'est un projet qui n'est pas supporté officiellement par Microsoft. Donc, on essaye de convaincre les équipes produits je sais pas, de nous aider d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, on a pris des stages. On a pris une stagiaire chez nous qui venait de la Web Academy. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui connaissait rien à JavaScript et tout. On l'a formée. Et elle nous a fait un petit éditeur pour apprendre à créer des géométries, à se balader là-dedans, à bouger le truc. Elle nous a fait ça. Là, il y a le filtre anisotropique. Là, je ne sais plus qui me posait la question. Et on peut créer différentes primitives, etc., les rajouter. Elle s'amusait à faire ça. Et puis, on peut merger les mèches, etc. Donc là, on l'a pris en stage chez nous, Microsoft classique. On lui a fait des trucs chiants, on fait faire des trucs chiants au début. Puis, comme elle était forte, elle a bien avancé. Puis, elle nous voyait jouer avec de la 3D toute la journée. On l'a dit, bah, tiens, est-ce que tu ne veux pas te lancer dans l'éditeur? Donc, elle nous a fait l'éditeur, on l'a mis en ligne. Aujourd'hui, on cherche des contributeurs, ça c'est clair, parce que pour ceux qui ont bossé sur des projets open source, au bout d'un moment, vous êtes submergé par les demandes, vous shippez plus de features que vous faites de la documentation, donc vous faites défoncer en disant bah, ça marche comment ton truc, parce qu'il n'y a pas d'exemple de code, pas de doc. Donc on cherche de la doc, alors ça c'est moins funky à faire. Pardon? Ouais, mais même avec de la doc et des exemples, il y a toujours les relous qui viendront. Ouais, ça suscite l'intérêt. Il y a des forums. Et ce qui est bien, même quand je dis les relous, c'est que des fois, ils ont des approches qu'une fois que vous avez le pif dedans, de toute façon, vous ne savez pas trop, vous n'avez pas vu que finalement, c'était assez complexe comme notion. Pour les stages, on a des stages de temps en temps. On cherche au moins des stages de 6 mois. De toute façon, on n'a plus le droit de faire plus. De toute façon. Des stages de 6 mois dans nos équipes. Mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va venir à une école, les gens veulent absolument faire un stage chez nous. Je ne sais pas trop pour quelle raison. Mais on en prend de temps en temps. Et on cherche quand même des bons pour faire de la 3D. Il n'y a pas que ça comme sujet. 3D, ouais. Il y a des fois du cloud computing. Mais ça arrive. Mais si tu peux me filer un CV. En ce moment, j'ai demandé à Pierre, parce que c'est toi qui m'avais posé la question, je ne sais plus qui m'a dit si on a des demandes de stage, ça ferait kiffer les gens. Alors ça sera possible, mais à partir du mois de juillet. C'est une problématique de fiscal chez Microsoft et les fiscales, ça commence en juillet. Ça collerait chez vous? Ah bah voilà. Donc on ne peut pas en prendre 50 hein, en général. Ah ouais. 800. Bon, on est 1700 dans les bâtiments, si on arrive avec 800 élèves d'un seul coup, ça va être rigolo. Mais c'est bon, on est 110 là. Ouais, 110. Et donc du coup, faut savoir que si on prend un stage, on ne vous fera pas faire que des trucs super cool en 3D. Nos objectifs à nous, Microsoft, hein, pour être clair, c'est aussi de pousser des applications dans le store. Hein. C'est que notre plateforme Windows Phone quand même continue d'émerger. On est assez content de ce qui se passe en France.
sur Windows 8.1. On s'est un peu merdé quand même sur Windows 8, donc on est en train de rattraper, mener la barque vers du 8.1 et améliorer l'OS. On va chercher des développeurs pour nous aider aussi à ce que j'ai montré tout à l'heure, comment faire une application Babylon dans le Windows Store, comment améliorer l'expérience potentielle sur nos plateformes. Donc ça peut être ce genre, c'est pas non plus chiant, mais il faut savoir qu'à un moment donné, si vous êtes chez Microsoft, on va vous faire des technos Microsoft. Mais moi j'étais dans une école d'ingé, je ne sais pas si tu peut-être en parler, où ils étaient anti-Microsoft de bout en bout. Hein. J'étais à Orsay et on faisait que de l'Unix, ensuite il y a Linux qui est arrivé, donc très bien. Et ce qui était très con, on avait fait zéro techno Microsoft. Je suis arrivé sur le marché du travail, il y avait 50% des demandes qui étaient basées sur techno Microsoft et je ne les connaissais pas du tout, quoi. Bon, heureusement, comme vous faites du C sous Linux, faire ensuite du C# et tout, ça ne devrait être pas trop compliqué. Mais malgré tout, il faut quand même avoir un petit œil sur les techno MS où ça représente pas mal du boulot actuel, quoi. Ah, mais je vous le dis, parce que je sais pas quel est votre cursus, comment vous formez, mais gardez un œil sur les techno MS, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Hein, si vous voulez être développeur, quand on est développeur, il faut être agnostique. Hein. Avec le cloud. Ouais. Ne soyez pas pro quelque chose, ouais, c'est ça. Le total. Vous avez des partenariats avec les écoles pour l'accès à MLDL? Alors, Shirley, ça. voilà, c'est une question pour Shirley. Voilà, pour Tu veux prendre le micro, des Shirley accès pour les outils de développement. Donc, j'ai laissé le micro à Shirley. Alors, du coup, je fais juste une parenthèse et je laisse le micro à Shirley pour accéder à un outil de développement et aussi à Windows Azure. Ouais, j'ai pas entendu la question, si tu pouvais. Est-ce que vous avez l'intention ou est-ce que vous avez déjà... Ouais, en fait, on a un programme qui s'appelle dreamspark.com, je ne sais pas si vous connaissez. Pardon ? Voilà, donc, je suis là pour ça, donc justement, on va en discuter. Donc bientôt, ça arrive. On va en parler. Et donc ensuite, dedans, vous avez... Alors Visual Studio, il y a les versions gratuites Express, vous pouvez faire une grosse partie de ce qu'on vous a montré. Vous avez les versions Pro, et vous avez ensuite, dans les trucs pour les étudiants, vous avez Azure, la possibilité de tester Azure gratuitement, pas illimité, hein, mais des temps de compute. Et vous avez aussi la possibilité de publier gratuitement sur nos stores. Donc en fait, on vous donne, en général, vous avez tout gratuitement, les postes de travail et tout. En fait, il faut que l'école l'ait et ensuite vous passez par votre école. Donc moi, je vais faire un point donc, avec Fabienne. Et après, donc, elle vous expliquera tout le process. Mais c'est assez simple. C'est assez simple et c'est assez rapide à mettre en place. Donc, Vous avez d'autres questions? Ouais, en tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Puis bonne soirée.